Bon après-midi à tous. Merci de nous retrouver dans le cadre de ce programme Dimanche avec vous. Eh bien, on est le dimanche 22 septembre 2019 et cet après-midi, mesdames et messieurs, on sera avec une Française qui vit au Cameroun depuis pas mal d'années, qui a connu beaucoup de problèmes. Mais au-delà de ça, c'est une bonne technicienne, une très bonne commerciale. Elle va nous raconter sa vie, nous dire combien de fois elle a travaillé pour le Cameroun. En ce qui concerne les marchés publics, comment est-ce que ça a viré? Est-ce que ça a bien viré ou pas? Dans tous les cas, on a quand même pu avoir un bref aperçu, mesdames et messieurs. Question pour nous de vous rafraîchir la mémoire à travers ce reportage qui a mis un peu, qui a annoncé un peu les couleurs de des petits problèmes de Madame Maryse Botondi. C'est pas Marlise, c'est Maryse Botondi. Je vous propose, mesdames et messieurs, de prendre d'abord cet élément juste derrière. On va la présenter et vous allez comprendre pourquoi on a commencé par cet élément. Dès l'entrée du domicile de Maryse Botondi, au quartier d'Amvout à Yaoundé, non loin de la base aérienne 101, c'est une ambiance morose qui accueille le visiteur. Plus loin, une fois le portail franchi, on a bien la confirmation de la première impression. Des herbes folles ont envahi l'espace, les chiens et chats de la maisonnée sont tous amaigris, faute d'être nourris convenablement. J'ai perdu 20 kilos en 20 jours. Je suis tombée dans le coma 4 jours. On pensait que j'allais mourir parce que en fait, j'ai perdu toute ma masse musculaire. J'ai eu un cancer du côlon, des intestins, avec des métastases dans le foie. En tout, j'ai perdu entre le mois de janvier et le mois d'avril 35 kilos. Comment Maryse Botondi, une ressortissante française, arrivée au Cameroun en 2002 avec 650 millions de francs CFA pour investir, en est-elle arrivée là? Ces malheurs, explique-t-elle, viennent du marché de la finition de l'immeuble Anafor 2 qui lui a été attribué en 2009 pour un montant de 350 millions de francs CFA. Après qu'on m'ait signé le gré à gré, 4 mois après, un nouveau DAG est arrivé au ministère des Forêts qui m'a demandé la totalité du bénéfice de ce marché d'avance pour pouvoir me signer le marché. Donc, marché même pas signé, il fallait que je donne 80 millions. Il fallait également que je l'assure que je marcherai comme il voulait pendant tout le long du marché. Ce projet, qui faisait suite à une promesse du chef de l'État camerounais à ses pairs d'Afrique centrale de doter la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, d'un siège à Yaoundé, reste donc lettre morte 20 ans après. Maryse Botondi dénonce toutes les obstructions que ce marché a connues. Pendant qu'on m'avait convoqué à une réunion au ministère, les gens de l'ingénieur du marché ainsi que du ministère des Forêts sont venus sceller mon chantier et jeter dehors tous les employés qui étaient au travail. Et ils ont mis un cadenas, une chaîne et un cadenas sur le portail et interdit les gens d'entrer à l'intérieur, interdit de travailler. Le comble, ajoute-t-elle, c'est qu'elle n'a jamais été payée au point de se retrouver aujourd'hui dans l'indigence malgré toutes ces démarches, y compris l'implication de l'ex-premier ministre Philémon Yang. Quand j'ai saisi la RMP et le Premier ministre, ils ont mis quelques mois, 3 mois à peu près, à décider, enfin à rendre ce qu'on appelle un arbitrage de la primature, qui a été que la fermeture du chantier est abusive, qu'on doit me payer tous les dommages financiers dus à cette fermeture de chantier et on doit me servir un ordre de redémarrer les travaux. Pourtant, selon Maryse Botondi, des paiements ont bien été effectués dans le cadre de ce marché à une entreprise autre, prétendument à son compte. C'est pas normal que l'argent pour me payer ait été reconstitué 3 fois après que les premières sommes de 700 millions qui étaient à la caisse autonome aient été décaissées, je ne sais même pas par qui, mais toujours par une entreprise qui porte mon nom mais qui n'est pas moi. Equinox Télévision s'est rapproché de l'ensemble des protagonistes impliqués dans cette affaire, tant le ministère des Forêts, le ministère des Finances que la Commission des Forêts de l'Afrique centrale. Au ministère des Forêts,
où l'on n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra d'Equinox Télévision, on clame que l'immeuble de la Commission des forêts de l'Afrique centrale est en cours de construction, sans expliquer comment on est passé de la finition de l'immeuble Anafor 2 à la construction de l'immeuble siège de la Commission des forêts pour l'Afrique centrale. Le ministère des Finances lui indique s'en tenir à la validation par le ministère des Forêts des décomptes pour payer Maryse Botondi. La Commission des forêts pour l'Afrique centrale précise pour sa part n'avoir eu aucun rôle à jouer dans cette affaire. Au bout du compte, la facture dressée par la femme d'affaires française après 119 mois d'arrêt des travaux est salée avec plus de 3 milliards de francs CFA qu'elle réclame. C'est toutes les pertes financières donc liées à la banque, à l'allocation des titres fonciers pour obtenir les crédits, ces titres fonciers sont hypothéqués. Je dois également les enregistrements chez le notaire. Je dois les pertes d'exploitation comme les salaires des employés qui avaient des contrats à durée déterminée, comme tous les marchés de bâtiments. J'ai tous les frais bancaires qui s'élèvent à pratiquement 400 millions aujourd'hui. Donc on est très loin des sommes qui auraient pu régler tous ces problèmes en 2010. L'ambassade de France, que nous avons également approchée, n'a pas donné suite à notre demande d'information pour savoir si elle s'est impliquée pour que cette affaire connaisse un dénouement. Les démarches judiciaires engagées par la femme d'affaires française auprès du tribunal administratif d'Umfundi depuis près de 3 ans restent sans aucune suite. Maryse Botondi implore donc les autorités camerounaises, notamment le président de la République, à lui venir en aide. Je suis fermement convaincue que ma solution aujourd'hui, peut-être même ma seule et unique solution, c'est le président de la République. Oui, vraiment. Il faut que Paul Biya regarde dans ma direction parce que c'est pas normal ce que ces ministres m'ont fait depuis tout ce temps. Ils ont détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir en fauteuil roulant, au mieux. Et puis, je ne peux plus travailler. Quand on est ingénieur civil et architecte, notre travail, c'est de monter des immeubles de 4, 5, 6 étages, 20, 30 fois par jour, pour vérifier son chantier derrière ces ingénieurs et des autres architectes. C'est un travail que je ne pourrais plus jamais faire. Pour Maryse Botondi, devant tant de souffrances, rien n'exclut que dans les prochains jours, une ressortissante française passe des vies à trépas au Cameroun du fait d'un marché qui, comme tant d'autres, aura mal tourné. Merci donc à Guy Zogo et à Emmanuel Job, nos collègues du côté de Yaoundé. Qui a détruit la vie de Maryse Botondi? Pourquoi appelle-t-elle le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya? Que s'est-il réellement passé? Maryse Botondi a bravé tous les intempéries pour être ici. Elle est partie de Yaoundé depuis hier pour être à Douala et tenter de nous expliquer véritablement ce qui s'est passé à travers l'émission Dimanche avec vous. Bon après-midi Maryse Botondi et bienvenue à Dimanche avec vous. Merci beaucoup, bon après-midi à vous. Vous êtes donc les bienvenus à ce programme Dimanche avec vous. Ça n'a pas été du tout facile hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes une dame très malade, vous avez beaucoup de maladies. Et la preuve, on n'a qu'à voir comment vous êtes assise parce que ça n'a pas été vraiment du tout facile pour vous d'être là et on sait un peu à peu près, un tout petit peu à peu près comment vous souffrez dans votre chair. Alors, Maryse Botondi, vous êtes une Française, c'est bien ça? Oui, je suis française, de nationalité française. De nationalité française. Oui. Vous êtes née du côté de Montluçon. Montluçon, voilà. Oui, dans l'Allier. Ouais. Et voilà, vous avez un parent un peu italien, même s'il est français. Oui, mon père est né en France de 2 parents italiens, donc il est immigré de première génération. Voilà. Et votre maman? Et ma maman, elle est bourbonnaise, donc elle est française, du fin fond de la France. Oui. Alors vous avez grandi dans le sud-ouest de la France? Oui, j'ai grandi entre Agen, Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Oui. Voilà. Tout s'est toujours bien passé? Oui, tout s'est toujours bien passé. J'ai fait des études, des bonnes études. J'avais une vie calme et tranquille. Je
Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai continué mes études après parce que j'aimais bien apprendre et apprendre encore. Passer plusieurs diplômes. Bon, ça allait bien. Voilà. Donc, vous avez une licence en gestion? J'ai une licence de gestion avec option analytique et finance. Ouais. Bon, à l'époque, il y a 40 ans, c'était pas les ordinateurs qui calculaient, c'était les humains. Donc, c'était un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. Après quelques années, je m'ennuyais, j'ai changé de voie. J'ai fait un DUT de technique de commercialisation en grande surface. Donc, j'ai un diplôme de chef de rayon produits frais. Donc, tous les produits frais qu'on peut trouver dans un hypermarché. Et ensuite, bon, comme c'est un métier très prenant et que j'étais enceinte et j'ai eu un petit garçon, donc je ne pouvais plus faire ce travail qui demandait 18 heures par jour. Avec un bébé, c'est pas possible. Donc j'ai changé, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises pour devenir DRH. Voilà. Donc voilà un tout petit peu votre parcours, Maryse Botondi. Aujourd'hui, vous êtes malade. Dites-nous un peu, parce qu'on voudrait revenir là-dessus, le trajet, le voyage pour Yaoundé, ce Douala, ça n'a pas été évident pour vous? Ce qui est compliqué, comme je ne monte plus les escaliers ni descendre les marches, c'était de réussir à monter dans le bus, rester assise, soutenir ma colonne vertébrale qui est défaillante pendant tous les à-coups du voyage. Mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide à m'asseoir, à me lever, qui remet un peu mes os en place quand la douleur est trop forte. Oui. D'accord. C'était un peu compliqué et long. Oui, et long le voyage. Oui. Il n'y avait pas trop de bouchons à la pénétrante Est? Non. En fait, on a mis plus de temps pour sortir de Yaoundé que pour aller de Yassa jusqu'au centre-ville. D'accord, ok. Oui, cette fois-ci, Douala était un peu libre. Oui. Ok. Alors, les téléspectateurs vous regardent assises là, avec des coussins à gauche et à droite. Certainement, à la maison, ils se posent la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Parce qu'en fait, je ne tiens plus assise et je ne marche presque plus. J'ai eu, en 2007, un cancer du côlon, des intestins et des métastases dans le foie, avec une chimiothérapie en Europe qui n'a pas marché. Ensuite, j'ai trouvé ici au Cameroun un professeur qui prépare de la phytothérapie. Donc, j'ai bu des remèdes traditionnels à base de plantes, d'herbes, d'écorces. Et c'est ça qui m'a sauvée parce qu'en fait, les métastases dans le foie ont été véritablement diminuées, presque jusqu'à disparaître. Mais bon, le cancer du côlon, c'est pas facile, c'est toujours là. Et je suis encore tombée plus malade en 2016. J'ai été piquée par un insecte venimeux qui m'a donc une tique. L'autre nom ici, ce que vous connaissez mieux, c'est la chique. Oui. Quand on marche pieds nus chez les grands-parents, quand on est tout petit, on se fait piquer sous les pieds par cet insecte. Et en fait, on développe des anticorps. Sauf qu'en Europe, on n'en trouve pas. Et on n'est pas piqué et on n'a pas d'anticorps. Et quand j'étais piquée, donc c'est là que je suis tombée véritablement malade. Ça détruit les muscles, tous les muscles. Ça détruit les nerfs, les tendons. Donc aujourd'hui, mes muscles étant défaillants, et c'est les muscles et les tendons qui tiennent la colonne vertébrale. Donc ça ne tient plus la colonne vertébrale. Pour respirer, la cage thoracique, c'est toujours des muscles. Je n'en ai plus. Pour marcher, monter les escaliers ou descendre les escaliers, les genoux, les chevilles, ce sont des muscles et des tendons et j'en ai plus. Et donc la vie, c'est un enfer. Oui, pour vous désormais. Oui. Alors, vous êtes né en 22 octobre 1958. Oui. Donc, ça vous fait 61 ans aujourd'hui, par là? Dans un mois, 61 ans. 61 ans. Oui. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui malade. Vous dites, comme vous le dites vous-même, vous souffrez de beaucoup de maladies. Et c'est aussi la conséquence de certains marchés que vous avez eus au Cameroun, des problèmes, du stress, des
vraiment des choses de la vie, du professionnel qui n'ont pas très bien tourné pour vous. Aujourd'hui, vous souffrez de beaucoup de maladies et on saura exactement de quoi il est question en ce qui concerne vos affaires et vos business. Il faut dire que vous n'êtes pas à votre premier coup. Vous avez eu beaucoup de coups de ce genre au Cameroun, mais on va se situer et situer également les téléspectateurs qui nous regardent par rapport à votre arrivée au Cameroun. Oui. Comment décidez-vous d'arriver au Cameroun? Pourquoi le choix du Cameroun? Quelles sont les personnes qui vous ont encouragé à venir pour la première fois, Madame Botondi? J'avais des amies camerounaises à Paris et à Bruxelles, à Strasbourg. Après un divorce un peu difficile, elles m'ont convaincue de venir investir au Cameroun. Elles m'ont dit que le Cameroun est un pays neuf, c'est un pays en pleine progression, en émergence, il y a besoin de projets, il y a besoin d'investissements. Et comme elles savaient que mon dernier diplôme était donc dans l'architecture d'intérieur et ingénierie civile, elles m'ont dit, tu vas aller là-bas, tu vas construire des immeubles, tu vas pouvoir te faire une place. On a besoin de gens de valeur professionnellement pour construire le pays et le développer. D'accord. Elles ont réussi à me convaincre de venir au Cameroun, vous installer. De venir m'installer au Cameroun. Par amour pour leur pays, parce qu'elles veulent des personnes qui vont venir développer leur pays, des personnes qui ont le courage de partir de l'Europe vers le Cameroun. Et donc, elles étaient bien intentionnées, Madame Botondi. Elles étaient très bien intentionnées, vraiment. C'était des personnes sur qui, en Europe, je pouvais compter. Elles m'ont soutenue moralement pendant mon divorce. Elles étaient un vrai soutien moral. C'est la deuxième fois que vous parlez de votre divorce. Oui, c'était une période noire. Ouais, ça veut dire vous avez été mariée, de cette union, vous avez eu 3 enfants. C'est ça. 3 charmants enfants, c'est-à-dire 2 filles ou 2 garçons? 2 filles et un garçon. Un garçon, voilà, qui sont aujourd'hui restés en France, que vous ne voyez pas. Ils sont grands. Ouais. Ils sont grands. Mais parce que l'aîné a 36 ans et le dernier a 22 ans. C'est bien ça? D'accord, Madame Botondi. Alors, donc, vous êtes venue au Cameroun, encouragée par 2 Camerounaises vivant en Europe que vous connaissiez très bien. Oui, depuis longtemps. Et la première expérience, c'était un camion que vous avez envoyé au Cameroun. Une camionnette chargée de marchandises. Chargée de marchandises. Et quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai appelé la personne qui l'avait dédouané pour moi, avec mon argent pour récupérer. Et en fait, quand je l'ai appelé de l'aéroport pour lui dire je suis en train de venir, quand je suis arrivée chez lui, il n'était plus là, et ma camionnette et ma marchandise non plus. Et c'est son voisin qui nous a dit que il vient de démarrer comme s'il avait vu le diable, et on ne l'a pas retrouvé. Il a disparu. Il a disparu. Madame Botondi, qui vous avait encouragé à envoyer la camionnette? Parce que là, vous êtes en France. Vous ne connaissez pas beaucoup de gens, donc vous le connaissez. Ce n'était pas une personne étrangère pour vous? Ce n'était pas une personne étrangère. C'était quelqu'un qui m'a dit que non, va sur Internet, tu vas trouver des... Comment vous l'avez rencontré, vraiment? Comment vous avez rencontré? Dans le milieu camerounais à Paris. Donc, il était gérant d'un restaurant camerounais à Paris. Voilà. Donc, quand j'allais manger là-bas avec mes amis, c'était toujours lui que j'avais comme interlocuteur. Bon, comme on dit, c'est un cercle, hein, parce que on retrouve toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits quand on a une vie assez calme et casanière. Hein. Bon. Après, la personne décide de rentrer au Cameroun, et donc du Cameroun, il vous écrit pour dire il y a une bonne affaire qu'on peut... Non, en fait, il était toujours à Paris, mais c'est à Paris qu'il m'a dit va sur Internet, tu vas trouver, il y a beaucoup d'étrangers qui ont besoin de choses qu'on ne trouve pas, comme les tables de ping-pong, les pianos d'études, des équipements de famille qui sont difficiles à trouver. Essayez de trouver un piano pour que votre enfant apprenne la musique, c'est très difficile. Même des tables de ping-pong, il y avait aussi de la vaisselle. En fait, j'ai trouvé plusieurs personnes qui passaient des annonces pour chercher à importer des choses dont ils avaient besoin et qu'ils ne trouvaient pas. Et donc, j'ai réussi donc comme ça à faire une camionnette. Bon, une camionnette, un Mercedes 308 diesel. C'est pas un camion, c'est pas très gros, mais c'est pas très petit non plus. Voilà. J'ai rempli ça avec environ, équivalent euros, 6 millions de marchandises.
D'accord. Et la camionnette elle-même avait coûté dans les 2 Dans les millions? 2 millions et demi. Oui, et puis vous avez envoyé ça au Cameroun et après Voilà. il va falloir payer la douane aussi. Voilà, donc j'ai envoyé l'argent au frère de ce monsieur ici pour qu'il dédouane quand ça arrive, pour pas avoir à payer de stationnement. Et il a dédouané et jusque-là, tout s'était bien passé. C'est seulement quand j'ai vu qu'il avait démarré et qu'il était parti avec... Non, là, vous n'avez même pas encore vu parce que vous étiez encore à l'aéroport quand le monsieur a démarré. Oui. Donc vous estimez, quand vous évaluez tout ça, vous estimez à quel montant? 15 600 000 francs. La totalité. De francs CFA. De francs CFA. Voilà, que vous avez fait confiance à un Camerounais comme ça, vous lui avez donné. Et le jour qui était prévu que vous deviez arriver au Cameroun, vous l'appelez pour lui dire effectivement je suis là et le monsieur a disparu. Et le monsieur a disparu. Et C'est quand bien la ça, police... Madame Botondi? C'est bien ça. La police l'a retrouvé 3 ans après. Il a avoué avoir tout vendu. Mais il a dit que son frère l'avait autorisé à tout vendre. Non. Si. Son frère avait autorisé? L'avait autorisé à tout vendre. On peut avoir son nom, s'il s'appelle comment? On peut avoir son nom, Madame Botondi? Ngako. Ngako. Ngako Kungun Bertrand. Ngako? Ngako Kungun Bertrand. Ça, c'est le nom de monsieur que vous avez rencontré à Paris, avec oui. qui vous traitiez, Qui gérait un restaurant. Qui gérait un restaurant, et par qui vous avez envoyé l'argent et Voilà. il vous a escroqué. Il m'a escroqué. Il vous a C'est clair, escroqué. il m'a escroqué. Bon, aujourd'hui, il est au Cameroun, hein, il est rentré. Ce que j'ai su beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, sa carte de séjour en Europe, c'était une fausse. Même les officiers de police et de renseignement du consulat de France à Douala m'ont écrit un courrier pour me dire que cette carte de séjour est entièrement fausse, ça n'existe pas. Donc c'était un réseau. Voilà. Donc là, c'est votre première arnaque quand vous arrivez au C'est Cameroun. la première arnaque. Ah oui. Et après ça, vous décidez quand même de rester, Madame Botondi. Entre-temps, donc, j'étais retournée en France. J'ai rencontré un homme d'affaires qui, lui, présentait bien. Il avait une grosse boîte. Il m'a dit qu'il a besoin de se relever parce que son entreprise périclite. Il m'a été présenté par mon amie, donc camerounaise, que je connaissais depuis 15 ans. Donc, j'ai vraiment eu confiance. Elle m'a dit, tu vas faire ça, en même temps, tu crées ton entreprise. Bon, c'est ce qui s'est passé. Tu vas l'aider à remonter sa société. Et toi-même, tu vas créer la tienne. Tu vas voir, ça va être très bien. En fait, ça a été très bien, hein, les premiers temps, hein, même presque 2 ans. Hein, c'était très bien. L'entreprise était montée où? À Douala. Dans quel quartier, Madame Botondi, pour que les Camerounais, ou alors les téléspectateurs qui nous écoutent, en ce moment, puissent bien se retrouver? C'était à quoi? C'était à quoi? Et c'était une entreprise qui s'occupait de quoi? Alors, il y avait un restaurant, une boîte de nuit, un casino et une académie de billard. Et ça s'appelait comment, le nom de la structure? Ça existe encore, c'est le Mégaslot. Le méga? Mégaslot. D'accord. Ok, Voilà. Ça existe jusqu'à encore avec le Jusqu'à même nom. aujourd'hui, Le oui. nom n'a pas changé. Non, le nom n'a pas changé. D'accord. C'est l'ancien cinéma, le Douala. D'accord. Derrière le cinéma Le Voury. Ok. Enfin, qui n'est plus, puisqu'on l'a détruit. Mais c'est dans cette rue. Oui. Donc, Et ce monsieur avait aussi une entreprise de transport et je suis venue pour essayer et réussir à lui obtenir des contrats. À l'époque, on parlait de la construction du pipeline, il fallait des camions, il fallait des porte-chars. Il y avait toute une logistique, c'était d'obtenir des contrats avec les opérateurs économiques étrangers qui venaient aussi développer le Cameroun. D'accord. Et ça s'est vraiment bien passé. Oui, vous avez apporté vos parts. Voilà. Vous étiez actionnaire dans cette entreprise. Voilà. Et on vous avait nommé directrice. Vous étiez Directrice générale de l'entreprise. Oui. Tout se passait bien avec ce monsieur qui avait un nom? Oui, c'est monsieur Niatat. Monsieur Niatat. Oui. C'était son véritable nom ou bien? En fait, j'ai appris beaucoup plus tard, des années après, que c'était pas son vrai nom. Mais tout le monde l'appelle comme ça aujourd'hui, puisqu'il y a eu usurpation d'identité il y a pratiquement 30 ans aujourd'hui, plus de 30 ans, hein, et même peut-être 40 ans, et puis tout le monde maintenant l'appelle comme ça. Voilà. Bon, même si on se dit, on va faire une affaire avec quelqu'un, on va investir beaucoup de millions, et comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir la véritable identité de la personne, Madame? Mais tout le monde l'appelle comme ça, il a un passeport avec ce nom, il fait ses affaires avec ce nom, il a des patentes à ce nom. Donc c'était c'est son nom usuel.
qui figurait sur ces pièces d'identité? Bien sûr, Ah, d'accord. bien sûr. Il y a une histoire derrière ce nom, Madame Botondi. Vous ne voulez pas la raconter? C'est un peu compliqué. Oui, vous ne voulez pas raconter cette histoire derrière le nom que ce monsieur portait? Je pense qu'il a pris ce nom dans un temps où on ne pouvait pas partir en Afrique du Sud, à partir du Cameroun, où peut-être les visas étaient difficiles, ou je ne sais pas quoi. Et lui, il a émigré en Afrique du Sud. Et il est resté là-bas pendant 20 ans. Sous le nom donc de Nyatat. Nyatat. D'accord. Voilà. Et quand il est venu, il a donc 20 ans après. 20 ans après, il a ouvert cette entreprise. Donc quand je vous dis que c'était un monsieur, c'était un homme d'un certain âge, hein, c'était pas un enfant. Hein. C'est-à-dire quel âge, Madame Botondi? Moi, je lui aurais donné, quand moi j'avais 40 ans, lui, il avait entre 55 et 60 ans. D'accord. Ouais. Donc, c'était pas un enfant, comme on le dit. C'était pas un enfant. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça avait été prémédité ou pas. Mais un jour, on m'a interdit l'accès à la société et on m'a dit que j'avais plus accès et que c'était fini pour moi. Mais avant ça, vous avez eu quand même une discussion, un échange. Vous étiez quand même la directrice générale, Madame Botondi. On m'a interdit l'accès à la société un matin à l'heure de prendre le travail sans aucune explication. Mais quand je suis allée chez lui, il m'a seulement chassée. Votre associé. En me disant que j'avais plus rien à faire dans son entreprise, que c'était son entreprise, j'avais plus de part, j'avais plus rien. En fait, j'étais plus la bienvenue et il reprenait le contrôle. Madame Botondi, c'est vrai qu'on vous croit, hein? Mais je lui ai porté plainte. Mais rien ne s'est passé entre-temps, entre lui et vous? Non. Non, c'était mon patron. Vous n'avez pas... C'était mon patron. Comme la plupart des gens pensent qu'il y a toujours quelque chose derrière ou un sous-entendu entre un patron homme et une femme dirigeante. Non. Depuis toute petite, mon grand-père, d'origine italienne, me disait tout le temps, il faut jamais tremper son biscuit là où on gagne son pain. C'est-à-dire? Non, c'est explicite. Il ne faut pas coucher là où on gagne son salaire. D'accord, ok. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pris en compte dans toute ma vie. J'ai jamais fait ce genre de choses, ça ne m'a jamais effleuré. Et je vais vous dire non plus, comme j'ai un caractère assez dur au travail, on ne peut pas être une femme dirigeante et être une mollasse comme ça. Donc, en fait, on ne m'a jamais proposé ce genre de choses. D'accord, donc rien de ce genre n'est jamais passé entre monsieur Nyatat et sa femme aussi venait souvent faire la comptabilité, suivre, elle était dans l'entreprise avec ses petits garçons. Non, il n'y avait aucun sous-entendu de ce côté-là. Rien. C'était votre associé, c'était votre partenaire d'affaires. Voilà. Et ne vous avez pas appelé avant pour vous dire, écoutez, Madame Botondi, parce qu'il faut dire que Botondi, c'est votre véritable nom. Hein, oui, c'est mon nom. Même si on a l'impression que c'est un nom camerounais africain. Non, c'est un nom italien, d'origine italienne. Oui, oui. D'accord. Ça ressemble à un nom Douala, mais où, je ne sais plus qu'on appelle ça, Lingala, du Congo, là, mais non, c'est un nom italien. C'est votre véritable nom, ça, il faut le dire. C'est pas un nom d'emprunt. Non. Ok, d'accord. Donc, il ne vous a pas appelé pour dire, écoutez, Madame Botondi, voilà, les affaires, ça va mal. Donc, désormais, voilà, il ne vous a rien proposé. Alors, je peux en fait, au contraire, quand je suis arrivée, la totalité des entreprises gagnaient moins de 80 millions par mois. Et c'était vraiment au plus bas. Et après autant de mois à diriger cette société, cette entreprise, à sa place, même si sa femme était là tous les jours, c'est quand même moi qui dirigeais. On avait environ entre 200 et 240 millions de chiffre d'affaires tous les mois. Mais tous les mois. 240 et... Entre 200 et 240 millions de francs CFA, de chiffre d'affaires, tous les mois. Donc l'entreprise fonctionnait bien. Ça roulait bien, ça roulait très bien. Et c'est peut-être là mon malheur, parce que le jour où il a pensé qu'il n'avait plus besoin de moi, il m'a viré. Madame Botondi, combien vous avez injecté dans cette affaire? Parce que là, vous l'avez trouvé, c'était votre associé, vous êtes venu avec une part. Et voilà, combien est-ce que vous avez
emprunté ou alors que vous avez déposé dans cette entreprise. On le saura, mesdames et messieurs, au même titre que où est-ce que Madame Botondi a trouvé les 650 millions de francs CFA pour revenir ici au Cameroun avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a eu cet argent? Dans tous les cas, les réponses, on les aura dans ce programme, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on va vous proposer le 13 minutes Inside, concocté par Ike Cyril du côté de Yaoundé. Et juste derrière, on va retrouver Madame Botondi pour continuer notre programme. C'est maintenant. Marlise Botondi passe la journée. Mon vrai ordinateur de travail, je ne l'ai plus. Celui où j'avais AutoCAD, aussi pour concevoir des ponts, des charpentes, des choses comme ça, je l'ai plus. J'ai plus cet ordinateur, donc j'ai plus ces programmes. Je me contente de celui-ci qui a un problème, mais qui nous sert à charger tous nos éléments en basse, on appelle ça basse électricité, quoi. En fait, pour certaines personnes, ça pourrait paraître triste parce que je fais rien de la journée. Rien. J'ai parfois 1 ou 2 coups de téléphone qu'on m'appelle par semaine, maximum. En fait, c'est pas du tout mon caractère. Mon caractère, c'était vraiment, j'aimais sortir tous les matins pour aller travailler. Quand je travaillais pas, je m'ennuyais. Il fallait que je sorte, il fallait que je rencontre du monde. J'étais quelqu'un d'assez sociable, que vraiment, et j'avais beaucoup d'énergie. Maintenant, je me lève sortir. Dans mon état de santé, ça me fait souffrir même de marcher, donc rien que d'aller jusqu'au portail c'est difficile, monter en route c'est encore plus difficile, sortir pour faire quoi? Non, je reste chez moi, j'ai appris à rester chez moi, enfermée tout le temps. Marlise est également adepte de la lecture. Ce sont des déclarations, je pense, des choses qui ont été compilées au moment justement de la campagne présidentielle. Ouais. Et vous prenez du plaisir à lire le livre? J'aime bien lire ce que le président dit, ses engagements. J'aime bien. J'aime bien. Je me mêle pas trop de politique parce que ça m'énerve. Les gens promettent souvent des choses qu'ils ne font pas, ou ils ne promettent rien et ils font plus. Bon, j'aime pas trop la politique, mais j'aime bien lire les déclarations. Même quand on retransmet sur Internet la totalité des discours, bon, je relis pour savoir ce qu'il y a dedans, oui. Je m'intéresse quand même si je reste enfermée, recluse chez moi, je m'intéresse à ce qui se passe dehors et autour de moi et dans le monde. Hein. Non. Je suis même très attentivement tout ce que Trump raconte, parce que, on dit quand même que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Alors, tout ce qu'il décide là-bas va avoir forcément des retombées. 10 ans qu'on me doit cet argent. Et comme le contrat, le marché public a des lignes qui sont sur le temps passé, chaque mois qui passe coûte de plus en plus cher à l'État. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déclarée défaillante du marché parce que je suis toujours restée dans les clous et dans les conditions du marché. Donc, il n'y avait aucune raison que je sois déclarée défaillante. Non, ils sont venus après que je sois levée parce que je leur avais demandé de ne pas venir trop tôt. Parce que la plupart du temps, quand je me réveille, je suis fatiguée, très fatiguée. Il y a des matins où je n'arrive même pas à me lever du lit. Donc, non, ils ne m'ont pas dérangée. Ils ont été très compréhensifs. Wow. Oui. D'accord. Et quand je suis restée assise sur la chaise pendant quelques temps, je leur ai dit que j'avais mal au dos, que je devais m'allonger. Et ils ont très bien compris. Et vous avez vu, ils m'ont laissé me coucher, m'allonger. Non, vraiment, ils ont été prévenants. Merci. Voilà, merci encore à eux deux. Hein. Ils ont fait du bon boulot. Merci, Ike Cyril.
C'est quel quartier, Madame Botondi? Vous vivez dans quel quartier à Yaoundé? À Ndamvout. Donc c'est entre les brasseries et la base aérienne. D'accord. Depuis combien d'années vous vivez là-bas? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Un peu plus. Ok. Ouais. Et On est en 2019, depuis 11 ans. Voilà. Et comme vous avez les difficultés financières, Madame Botondi, comment est-ce que vous réussissez à payer votre loyer Mais en fait, je ne paye plus mon loyer. Depuis combien d'années? Depuis janvier 2013. 2013. Et le bailleur ou la bailleresse vous regarde comme ça, sans rien demander? Non. On a été au tribunal, on a essayé de trouver des accords. Et en fait, je pense que c'est son mari et son fils qui l'ont convaincu en disant « Quand elle aura l'argent, elle va te payer, tous tes retards, elle va te payer. » Parce que c'était vraiment c'est toujours mon intention de la payer, oui, parce que c'est sa maison et il faut être honnête. Hein. Ouais. Donc depuis beaucoup d'années, vous ne payez plus le loyer? Oui. Parce que je ne peux pas. Oui, parce que vous ne pouvez pas payer et vous ne pouvez pas libérer non plus? Ben, pour aller louer, même plus petit, ailleurs, n'est-ce pas, il faut déjà avoir au moins 3, 4, 5, 6 mois de loyer. Mais je n'ai pas 6 mois de loyer. Moi, je cherche entre 300 et 500 francs chaque jour pour pouvoir me nourrir et nourrir mes animaux. Donc, si je ne trouve pas 500 francs, on ne mange pas. Personne ne mange dans la maison. C'est pour ça que vous avez vu que mes chiens sont assez faméliques. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et quand il y a seulement 1 ou 2 tasses de riz, c'est eux qui mangent en priorité et moi, j'attends le lendemain. Heureusement que tous les Camerounais, comme on dit, hein, toutes les personnes que vous avez rencontrées ici ne sont pas pareilles. Il y a quand même le jeune Noé qui est là, qui vient de temps en temps vous rendre un service, vous essayez de vous faire le café. Il n'est pas si jeune, hein, il a 47 ans. Ah, il a 47 ans. Oui. Ah, d'accord. Donc, dans un pays comme le Cameroun, à 47 ans, parfois on est encore jeune. Mais oui, on est encore jeune à 47 ans. En France, on est déjà vieux, on est fini, mais ici, au Cameroun, on est encore bien. On dit toujours qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc, et lui, donc, il est là. Il est là depuis 2004. Au temps où j'avais l'entreprise, c'est lui d'ailleurs qui gérait les salaires, les embauches. Ah, d'accord, vous connaissez depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Ok, donc il est resté fidèle à vous, c'est-à-dire, voilà. C'est pas parce que l'argent est fini qu'il va... Oui. Waouh, vraiment pendant chapeau. Que tout le monde me tournait le dos, petit à petit. Lui, il est resté? Lui, il est resté. Oh, heureusement, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Mais je pense que c'est la façon dont il a été élevé, parce que pour lui, c'est pas parce qu'il y a des difficultés financières qu'il faut tourner le dos. Ouais, d'accord. Donc, il vous apporte son soutien quand il peut, et de temps en temps. Voilà. Votre chat, il s'appelle comment? Vous lui avez donné un nom? Mon chat s'appelle Berlioz. Berlioz. Et Berlioz. les chiens, eux, ils ont des noms ou pas? Oui. Il y a Madouce. Madouce. Oui. Il y a Heidi. Heidi. Parce que bon, quand elle était jeune, c'était vraiment, c'est une chienne athlétique, hein, une chienne de race. Donc c'était mon mannequin, comme Heidi Klum. Mais c'est pour ça qu'elle s'appelait Heidi. Elle s'appelle Heidi. Il y a Madouce, qui est un chien de la benne qui s'est réfugié chez moi en passant derrière la dépendance de la maison. Elle est venue faire ses bébés chez moi. Donc, et puis elle est restée. Et on a aussi Nelson, qui est un rescapé. En fait, tous ses frères et sœurs sont morts, faute d'avoir été vaccinés. Oui. J'ai eu 7 chiots qui sont décédés de la parvovirose. Et le seul rescapé qui a tenu bon, il avait déjà son prénom avant, hein, mais c'était Nelson, comme Nelson Mandela. Oui. Ouais. D'accord. L'année des haines, quoi. Ouais, d'accord. Maintenant, quand c'est difficile, pourquoi vous ne les laissez pas partir? Parce que les mettre où? À la benne? Pourquoi vous ne demandez pas de l'aide pour les chiens? Je demande de l'aide pour les chiens. Il y en a qui peuvent vouloir les encadrer. Bon, non. Pour les donner, la plupart des gens, ils veulent pas des chiens adultes ou des chiens qui ont été malades et qui peuvent avoir des problèmes de santé. Comme Madouce, là, la chienne de la benne qui est venue faire ses petits chez moi, elle a une toux persistante. Quand on a un peu de sous, on peut acheter les médicaments, les sirops antitussifs, mais quand on n'a pas de sous, elle reste là. Donc, non, et puis j'ai aussi des gens qui m'aident. Voilà, les voisins, ils vous aident souvent? Ma voisine, souvent, m'aide souvent. À acheter des kilos de riz pour les chiens et pour moi-même. Oui, elle m'aide d'une aide précieuse. J'ai une autre amie qui habite à Ocha, qui elle aussi. De temps en temps vient.
Non, elle envoie un peu d'argent par Orange Money pour qu'on puisse aller faire un marché, acheter du riz. Ouais. Oui. Donc, il y a quand même des hommes de bonne volonté autour de vous. Tout n'est pas que mauvais au Cameroun. Mais c'est pas tous les Camerounais qui sont méchants et mauvais, ça c'est pas vrai. Non, non, il faut faire la part des choses. Ouais. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que on a des problèmes avec une ou deux personnes. D'accord, ok. On va sortir du inside parce qu'on y était toujours. On voudrait savoir comment ça s'est passé avec notre équipe de Yaoundé. Et donc, Madame Botondi nous rassure que les choses se sont super bien passées. Mais la question fondamentale reste toujours comment est-ce qu'elle a rassemblé tout cet argent. Elle a débarqué au Cameroun avec près de 650 millions. 650 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Elle est rentrée dans les marchés publics, ça a très mal tourné. On va revenir sur cette histoire, Madame Botondi. Elle va nous apporter des explications détail par détail pour que nous puissions comprendre véritablement ce qui s'est passé. Mais avant, Madame Botondi, c'est vrai que vous êtes malade, vous avez beaucoup de maladies, comme vous le dites toujours. Vous écoutez souvent de la musique? J'écoute de la musique, mais c'est des goûts de vieille comme moi. J'écoute Pavarotti, j'aime la musique classique, l'opéra, Il Divo. Mais ça vous arrive J'aime aussi ABBA. Voilà. Vous des dansez années 80. Oui. Vous dansez souvent? Ça vous arrive de danser? Autrefois, je dansais. Maintenant, c'est plus possible. Non, maintenant, c'est plus possible. Mais vous pouvez... Même me trémousser sur la chaise, je peux pas. Ah, d'accord. Avec les problèmes de dos, de colonne vertébrale, je peux même plus me trémousser sur la chaise. Ah, mais vous pouvez Mais quand même... je danse avec mes doigts. Avec les doigts? Sur la table. Sur la table? Quand j'écoute ma musique, comme ça, voilà. Ok, d'accord. Elle va danser avec ses doigts tout à l'heure, mesdames et messieurs. On va voir à quoi ça ressemble la danse avec les doigts. C'est-à-dire que derrière tous ces problèmes-là, elle garde quand même parfois du sourire. Et ce sourire-là, elle a besoin de ce sourire-là venant de vous naturellement, mesdames et messieurs. Et donc, à l'instant, on va vous proposer une très belle musique. Vous allez reconnaître certaines sonorités qui nous viennent de chez nous à travers cette belle musique que nous vous proposons à l'instant avec le jeune Cyril. Voilà, vous allez le découvrir à travers cette belle musique que nous vous proposons maintenant. Bravo, jeune Cyril, avec cette belle chanson, avec un message très fort à l'intérieur que Maryse Botondi a beaucoup aimé malgré la difficulté qu'elle a à s'asseoir. C'est pas évident, mais on a vu comment elle a dansé avec les mains. Vous pouvez danser encore avec les mains, Maryse? Oh, 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 oh. Voilà, c'est comme ça qu'elle danse, avec les mains. C'est pas facile, là. Maryse Botondi, vous avez écouté cette musique du jeune Cyril? Ça va, vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. Et surtout le message qui est dedans. Ouais. Ouais. Dans l'homme, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'homme avec grande tâche. Oui. Voilà. Et de reconnaissance, il ne faut pas s'y attendre, il n'y en a pas. La plupart du temps. N'est-ce pas? Même quand il expliquait, quand on fait du bien à quelqu'un, on s'attend pas à être récompensé par des coups bas. Mais c'est aussi ce qui arrive. Ah ouais, c'est aussi ça la vie. Oui. Voilà. Donc après cette respiration musicale, mesdames et messieurs, on va tenter maintenant de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Où est-ce qu'elle a pris son argent? Maryse Botondi, vous avez été en Allemagne. Oui. Et c'est là qu'a commencé le travail. Vous aviez beaucoup travaillé là-bas? J'ai beaucoup travaillé. Je suis arrivée en Allemagne en juillet 89. Et en septembre, tout de suite, j'ai créé une entreprise. En fait, j'étais à la fois DRH pour les Français et les Yougoslaves, donc les immigrés. Et en même temps, j'étais vendeuse. Donc, et je manageais une équipe de vendeuses. D'accord. Voilà. 6 millions, entre 6 millions et 12 millions, c'est ce que vous gagnez le mois entre 1989 et 1995 en Allemagne. Oui, en Allemagne. En fait, j'avais un fixe d'environ 3 millions par mois pour faire le travail de DRH. Et puis, par-dessus, pour la société qu'on m'avait demandé de créer pour être payé uniquement en honoraires et pourcentage de vente, je gagnais entre 3 millions et 10 millions par mois. Ça dépendait des mois. Plus il y avait de ventes, plus le salaire était important. C'est le mode de fonctionnement de l'Allemagne.
plus vous travaillez, plus vous gagnez, plus vous êtes méritant, plus vous êtes récompensé. Donc en fait, quand on vendait moyennement, on avait 7% sur les ventes, après on avait 9%, 11% et jusqu'à 13% si les chiffres d'affaires étaient explosés, on pouvait avoir jusqu'à 13% des ventes en honoraires, quoi. Et on vous les reversait tranquillement, sans qu'il y ait non, éclat de voix. il n'y a jamais eu de problème. Non, l'Allemagne, ils sont toujours très droits, très rigides. Hein. Je travaillais d'environ 8 heures du matin jusqu'à 22 heures, 6 jours par semaine, donc du lundi au samedi, parce qu'en Allemagne, c'est strict. Le dimanche, on n'a pas le droit de travailler. Bon, parfois, on travaillait quand même, hein, en cachette des autorités, parce que quand il y a eu le mur entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui est tombé, il y a eu un afflux de clientèle. Je vendais des produits de naturothérapie et de phytothérapie. C'est des choses qui manquaient beaucoup en Allemagne de l'Est. Donc, on avait des bus entiers de clients qui venaient de l'Allemagne de l'Est. Et parfois, ils venaient le dimanche. Alors, on travaillait. Voilà. 100 heures de travail. Minimum par semaine. Minimum par semaine, c'est ce que vous avez fait. Oui. Et le résultat était satisfaisant parce que vous avez eu l'argent qui allait avec. En fait, entre 89 et fin 95, j'ai eu plus de 2 millions d'euros. Plus de 2 millions d'euros. Bon, en équivalent, parce que c'était des Deutsche Mark, n'est-ce pas? Pas des francs français, même c'était des Deutsche Mark. Et oui, j'ai eu plus de 2 millions d'euros. Ouais. Beaucoup plus. Oui. Et après, quand je suis rentrée en France, jusqu'en 98, j'avais toujours mes brevets d'importation pour les produits de phytothérapie. Et donc, chaque fois qu'on envoyait un conteneur, un demi-conteneur ou un camion de marchandises en France, eh bien, on touchait au passage. En fait, on livrait, en gros, les distributeurs. Voilà. Donc, vous êtes une battante, une femme qui travaille dur et qui mangeait, disons ça comme ça à l'époque, à la sueur de son front. Oui. Ça n'a pas été évident, mais vous l'aviez fait. Oui. Et puis, à la faveur de votre divorce, vous avez perdu aussi beaucoup d'argent parce que là-bas, il fallait... Mais on sait comment ça se passe. Comme mon ex-mari est parti, eh ben, il a fallu partager en deux. Ouais. Tout. Tout. Et voilà. Vous avez donc... Et donc, je dirais simplement qu'il a bouffé la moitié de mon argent. Voilà. Voilà. Comment ça, il a bouffé? Ça veut dire qu'il ne travaillait pas? Il était au chômage? Il travaillait, non, c'était un militaire de carrière, il travaillait. La plupart du temps, il était à l'étranger, donc il faisait des missions, des théâtres d'opération. Et donc, à peu près 9 mois par an, il n'était pas là. Donc, j'avais toute la charge de la maison, des enfants, de l'éducation des enfants et mon travail à côté. Ouais. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours travaillé, donc je m'arrêtais juste les derniers mois de la grossesse, le temps de l'allaitement, et après je repartais au travail. Voilà. C'était pas possible pour moi de rester à la maison à rien faire. En fait, c'était pas possible pour moi, à l'époque, de vivre comme je vis aujourd'hui. Voilà, vous ne savez pas le faire. Vous êtes une femme qui doit travailler, qui doit descendre sur le terrain, qui doit gagner sa vie normalement. Oui. Et c'est ce que vous l'avez toujours fait. Et donc les 650 millions de francs, c'est ce que vous avez obtenu après le divorce. En fait, quand vous êtes resté, le montant quand j'ai que dû vous êtes partager oui. et que on a dû vendre à l'époque la maison, qui n'était pas fini de payer, parce que en France, on vous prend toujours des crédits. Oui. Mais bon, avec donc ce qui reste à payer de la maison et ce qu'on avait en banque, eh bien, il a fallu tout partager. Et là, on dira que les 650 millions, c'est ce qui m'est resté. Voilà, vous avez le donc peu qui m'est resté. Et vous avez décidé d'aller au Cameroun et investir cet argent. Premier marché public de Maryse Botondi. Si je vous dis Camtel. Camtel, j'ai travaillé pour Camtel de 2005 jusqu'à pratiquement 2015. Tout s'est bien passé de ce côté. Toujours. Après, toujours très très bien passé. Pas de passe-droit, soumission à des marchés publics, après appel d'offres. Bon, quand on a un savoir-faire et qu'il est reconnu, mais on n'a pas de problème. Hein. Oui, d'accord. J'ai fait beaucoup de marchés, des petits, des moyens, des grands. Ouais. Ça s'est toujours très bien passé. Vraiment. Alors, parlez-nous donc de cet argent qui s'évaporait. Vous avez déjà entendu parler de l'argent qui s'évapore? C'est-à-dire, vous avez dit n'importe quoi, 100 000, vous partez de Equinox pour votre maison et vous retrouvez avec 10 000, vous n'avez fait aucune dépense, vous n'avez rien fait de votre argent et vous n'avez plus rien de cet argent. Parlez-nous, racontez-nous cet épisode de cet argent, de l'argent qui
En fait, de la distraction, je ne sais pas comment on va dire ça. le mot que j'emploierais, c'est évaporation. Donc, vous préférez ce mot-là? Parce qu'en fait, on ne sait pas où c'est passé, on n'a pas ouvert le porte-monnaie, on ne sait pas, mais l'argent n'y est plus. Et bon, récemment, il y a eu, je ne sais plus sur quelle chaîne camerounaise, une émission à ce sujet et qui expliquait exactement ce que j'ai vécu. En fait, je faisais des marchés, pas seulement à Camtel, pour la communauté urbaine de Douala, pour des particuliers où je construisais, où je terminais leur immeuble. J'ai eu beaucoup de travail et j'avais jamais le vrai bénéfice de mon travail. En fait, l'argent s'évaporait. Comment ça, Madame Botondi? Comment ça, l'argent peut s'évaporer? Madame Botondi. C'est, je pense, spécifique à l'Afrique. Et je dirais pas au Cameroun, mais à beaucoup de pays d'Afrique, que les gens peuvent manger votre argent sans même vous approcher. C'est mystique, ça? C'est Oui, c'est mystique. Oui, c'est mystique. Je pense que c'est mystique. Et on a beau prier, des gens qui sont plus forts que vous dans le mal arrivent à faire ce genre de choses, bien sûr. Alors, la première scène se passait où et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? La première scène d'argent qui disparaît. La première fois, sur un marché de 30 millions, je devais toucher 13 millions, à peu près, qui me resterait. Après avoir travaillé, donc un bénéfice de 13 millions, je me suis retrouvée que j'avais seulement sur mon compte en banque dans les 3 millions. Et après avoir vérifié toutes les factures et la comptabilité, je n'avais pas eu plus de dépenses que ce qui était prévu au départ. Le marché, là, vous l'avez eu où? À Camtel. À Camtel. Camtel vous a versé celle-là? Oui, ils m'ont payé. Normalement, vous avez les traces, tout est passé. Oui, tout est Vous êtes allé à la banque, au lieu de 13 millions, vous avez vu 3 millions. Mais j'ai vu d'abord les 13 millions arriver. Oui. Et après, je ne sais pas comment, moi ceci, moi cela, moi cela, moi cela, il me restait à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de véritable argent que je pouvais envisager de remettre dans un investissement d'un autre marché. Vous n'avez Ce qui n'était pas assez, ce n'était pas normal. Mais ça s'est passé comme ça, de 2003 à peu près. Non, Madame Botondi, on veut comprendre quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Les 13 millions sont arrivés dans votre compte. Oui. Ça, vous confirmez que les 13 millions sont arrivés? Oui. Donc, ce n'est pas la faute à Camtel? Non, Non, du non, tout. non, non. Mais vous n'avez pas fait d'opération entre-temps? Non. Mais vous vous êtes retrouvé avec 3 millions. Oui. Les 10 autres millions sont passés où? On a Mais j'en piraté sais rien. votre compte, Madame Botondi? Non, on n'a pas piraté mon compte. Ça s'est évaporé, comme vous le dites. Ça s'est évaporé. Ça s'est Comme évaporé. ça. On ne peut pas dire que j'avais fait un retrait de 250 000. C'était pas 2,5 millions, c'était pas 25 millions. J'avais fait un retrait de 250 000 Pas plus ni moins. qui était apparu, Oui. mais en fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais l'argent n'était plus là. Ok, ça c'est le premier cas. Le deuxième, Non, c'était à chaque fois. à chaque fois, À chaque fois. vous perdez J'ai de construit l'argent. des barres de marché. Le bénéfice s'est retrouvé de 8 millions, ça s'est retrouvé, non, de 80 millions, ça s'est retrouvé à 8 millions Dans votre compte. dans mon compte. Et en fait, même si c'est de l'argent en espèces, bon, je vous ai expliqué ça, quelqu'un me donne 350 000, Oui. je prends le En but- espèces. En espèces. Oui. Oui, ça c'est le. Vous voulez nous Je expliquer le l'emballe cas dans mon sac, parce d'espèces? que comme ça s'était déjà produit plusieurs fois À la pendant banque. des années, pendant pratiquement 13 ans. Chaque fois que je travaillais, je n'avais jamais le bénéfice de mon travail. Donc je l'avais emballé dans mon sac, j'ai pris mon sac, je l'ai mis sous le bras, Oui. j'ai voyagé en bus avec mon sac sous le bras jusqu'à l'arrivée. Vous avez serré bien fort. Oui, je l'ai serré bien fort. Quand je suis arrivée chez moi, il me restait 70 000. Bon, Vous avez mangé, vous avez dépensé 300 000 en route. Non, vous avez dépensé 280 000. Non, non, j'ai rien Vous avez, dépensé vous du avez tout. fait des achats? Non, non. Chemin faisant, Madame rien Botondi? du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je me suis même pas levée de ma place, de mon siège. dans Même pas tout pour le pipi? Non, 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 j'ai dit que cette fois-là, je veux arriver avec mon argent à Yaoundé. Non, j'avais pas. Donc, vous arrivez chez vous, vous déposez votre sac, vous enlevez, vous Je débattez. vais- Vous voyez quand même l'argent dans le même emballage. Oui, Oui. Vous je l'ouvrez. vais vous expliquer quelque chose que On veut beaucoup de comprendre. gens connaissent. Oui. Par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui est de Bamenda, mais qui se trouve à Bertois ou à Ngaoundéré, il prend son salaire, il l'emballe comme ça, il l'emballe aussi dans du journal, il met, je pense, des parfums, des machins,
et il met le feu. Et vous voyez les billets qui brûlent. Parce qu'en fait, les billets ne brûlent pas comme le papier. Ça a une couleur. Ça fait des flamèches, couleur arc-en-ciel, un peu comme ça. Et je me dis, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi, c'est une salaka, c'est quoi? Il dit, non, je suis en train d'envoyer l'argent à ma mère. À Bamenda. Elle va le recevoir sur sa table, des vrais billets. Non. Si, tout le monde connaît ça ici au Cameroun. C'est pas parce que je suis blanche que c'est des choses qui existent, bien sûr. J'en ai plus aucun doute. Tant que c'est arrivé aux autres, j'aurais pu dire, je doute un peu, on me raconte des trucs parce que je suis blanche, alors on me prend pour une noire blanche, on va me faire croire des trucs qui n'existent pas et tout. Moi, je l'ai vu avec mes yeux, donc maintenant, je sais que ça existe. Voilà. Vous ouvrez votre sac, il n'y a plus les 300, vous n'avez plus que 70 000 à la maison à Yaoundé. Oui. Alors et là, plusieurs fois. C'était dans le même emballage, quelque chose avait changé, tout Non. était intact. Oui. Comme vous avez emballé, Oui. et 280 000 ont disparu. Oui. Envolé. Et là, vous faites quoi? Vous dites, ça y est, c'est vrai, Non, je confirme. j'ai dit encore. Encore une fois. J'ai eu beau prendre toutes les précautions, encore une fois. Encore une fois. C'est pour ça que vous êtes allé voir le pasteur, Non, c'est un prêtre. le prêtre? Un prêtre catholique. Oui. Oui. Pour vous faire exorciser, c'est ça? Ben, je suis allée d'abord pour voir s'il y avait une solution de ce côté-là. Et il m'a dit que oui, j'ai un problème de ce côté-là. Vous croyez en la magie, à la sorcellerie? Vous croyez en tout ça? Ça existe? Ça dépend ce qu'on appelle magie Oui. et ça dépend ce qu'on appelle sorcellerie. Oui. En Europe, on a brûlé toutes les sorcières. Mais les gens qui soignent par la phytothérapie, qui n'est plus reconnue par l'État français, Ouais. qui font de la naturopathie, on les a traités de sorciers pendant des siècles. Pourtant, ils utilisaient que les pouvoirs de la nature, Voilà. ce que la nature a donné à l'homme. D'accord. Ok. La sorcellerie, ça dépend. On peut parler aussi de sorcellerie pour les chiropracteurs. Donc, vous êtes assis sur une table, votre dos est coincé, sans vous toucher, il étale les mains, il fait des prières. Bizarrement, votre dos, il fait crac, 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 et ça y est, vous pouvez à nouveau vous lever, marcher, et même galoper comme un lapin. Ouais. Ça existe. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la sorcellerie? Ça, c'est le point d'interrogation. Hein? Ça dépend de ce qu'on met aussi dans sorcellerie. Voilà, ça dépend ce qu'on met dans sorcellerie. Ouais. Ouais. D'accord. L'exorcisme par lui-même, aujourd'hui, c'est mal vu même par l'Église catholique. Et pourtant, ça existe les exorcismes et les exorcistes. Sauf qu'il faut en parler sur la pointe des pieds parce que les gens ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, ok. Le fameux marché que nous avons vu, que vous avez gagné, que nous avons vu dans le reportage, c'était le marché de? C'était la finition de l'immeuble Anaphore 2. Ah oui, d'accord. On va vous proposer maintenant, mesdames et messieurs, le meilleur de la télévision. Et juste derrière, on va donc parler de cette histoire de l'immeuble qui fait problème. Combien d'argent elle a injecté là-dedans? Qui a pris, qui a volé, qui a roulé, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi? On prend d'abord le feedback. C'est le feedback d'abord. Juste derrière, on va entrer dans ce problème qui a rendu quelques années plus tard malade notre invité de cet après-midi. La charité qui m'a marqué cette semaine, c'est l'accident qui s'est passé à Pouma. Vraiment, il faut que vraiment nos chauffeurs, nos transporteurs, qui fassent plus de vigilance en route. Parce que vraiment, en une semaine, l'accident se passe, on perd 9 personnes. Et en même temps, l'autre qui s'est passé aussi au pont de Sandaga, là où il y a eu 2 morts. Vous voyez, en une semaine, on perd un nombre tant de personnes comme ça là. Vraiment, que le ministre des Transports qu'il fasse trop d'efforts pour essayer vraiment de toucher ce problème-là. Oui, l'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est la violence des parents envers les enseignants. Il n'est pas normal qu'un parent pas menacer un enseignant parce qu'il a donné une correction à l'enfant pour ne pas avoir fait son devoir à l'école. Ce n'est pas normal. Nous les parents, je crois, nous on doit prendre hâte à savoir que ce sont les enseignants-là qui éduquent nos enfants. Et nous-mêmes, nous sommes passés par ces enseignants. Donc, si un enseignant prend l'initiative de corriger un enfant pour quelque chose qu'il n'a pas fait, je crois que toi, le parent, tu dois même plutôt encourager cette maître-là pour que l'enfant puisse réussir le lendemain. Cette semaine, vraiment, ce qui a été à la une, c'est de voir le nouveau entraîneur qui a été nommé par un ministre. Par contre, nous avons une instance qui gère le football, qui est l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot
n'avait pas de bon à dire. Nous apprenons seulement qu'un ministre a nommé un nouvel entraîneur. Et je crois là, il y a problème. La situation qu'on a remarqué cette semaine, c'est le fait que un militaire a pu battre sur une enseignante parce qu'il a tapé sur son enfant. Ça a été vraiment marrant pour moi d'apprendre cette information-là. Et je ne sais pas si vraiment, à quel niveau le pouvoir se retrouve à ce moment, parce que c'est triste qu'une éducatrice corrige un enfant, parce que quelqu'un a porté la tenue, il vient se mettre à bastonner sur une éducatrice dans ce pays auquel, étant donné même que ces éducatrices n'ont d'abord rien, ils font cet amour, ils reçoivent des séparés bastonnades, c'est honteux pour notre pays. Tout ce qui m'a marqué cette semaine, c'est la vie politique, comme les opposants sont en train de vouloir se rassembler pour mettre la paix dans le pays. Le feedback, donc, mesdames et messieurs, et voilà, chacun des personnes que nous avons pu rencontrer dans la rue a donné ce qui a retenu son attention au cours de cette actualité de cette semaine. Madame Botondi, vous avez quand même le temps de feuilleter les journaux? Ça vous arrive des fois? Non. Non, vous ne le faites pas. Vous écoutez la radio, vous regardez la télé? Quand j'ai les moyens d'avoir la télé, je regarde la télé. Pour l'instant, vous n'avez pas de télé à la maison? On a une télé, mais on n'a pas d'image. Voilà, ça ne fonctionne pas. Disons ça comme ça. Il n'y a pas le câble. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Ok, on espère que les choses vont rentrer mais dans je me mets au courant sur Internet. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok, qu'est-ce qui aurait marqué votre actualité cette semaine, Madame Botondi? Cette semaine, c'est un camion qui est tombé à l'eau à Edea. Qui a traversé le parapet et qui est tombé dans l'eau avec les gens qui étaient à l'intérieur. Sur 3 personnes, 2 n'ont pas été retrouvées. Oui. Ouais. C'est aussi un problème, comme le disait le monsieur, là, un problème de transport. Tout à fait. Et puis les bus qui font des accidents. Oui. Ouais, la route qui tue. Là aussi, c'est la dangerosité des routes ici. Ouais. Souvent par manque d'entretien ou par défaut des personnes qui conduisent les bus aussi. Hein. Voilà. Des fautes humaines. Donc les raisons sont diverses des fois. Oui. Les responsabilités sont partagées. Bien sûr. Ok. Madame Botondi, on va revenir on va entrer dans ce problème qui vraiment depuis quelques années vous a rendu malade. Le problème de l'Anafor, cet immeuble de l'Anafor 2. Oui. Comment est-ce que vous êtes contacté? Comment est-ce qu'on a mis la main sur vous? Dites-nous. Commençons par là, Madame Botondi. On m'a contacté très tôt, en 2002-2003, pour que, à l'époque, le ministre des Forêts voulait savoir combien ça allait coûter pour terminer l'immeuble, le mettre aux normes. Et si c'était possible, parce que l'immeuble était déjà abandonné depuis 20 ans. Et bon, le devis que j'ai produit leur a paru exorbitant, excessif, pas de budget. Donc l'idée même, je pense, en a été abandonnée pendant plusieurs années. Ensuite, il y a un nouveau ministre qui est arrivé, qui m'a aussi demandé une actualisation donc, du budget et du devis, quoi, des devis estimatifs de travaux pour terminer l'immeuble. Et pour faire vraiment le minimum du minimum, il fallait 700 millions. D'accord. Le ministre m'a dit que on ne peut pas avoir un tel budget en une fois, qu'il faudrait donc que j'accepte de faire le travail en 2 fois. Donc 2 fois 350 millions. J'ai accepté, bien sûr, on ne peut pas refuser le travail quel qu'il soit. Il n'y a pas de petits budgets, de gros budgets. Il n'y a que du travail et bien le faire et réussir à ce que tout le monde soit content. D'accord. Voilà, donc comme apparemment le ministère des Forêts et l'État n'avaient pas les moyens de financer ce projet, ils ont demandé dans les budgets et les projets de PPTE, PSFE, appui budgétaire, donc pays pauvres très endettés, les programmes de soutien par les fonds extérieurs, de financer la finition de cet immeuble. Ça s'appelait d'abord réhabilitation de l'immeuble Anafor 2. Et donc en fin 2007, septembre-octobre 2007, le ministère des Forêts a demandé un gré à gré
à la primature, puisque à l'époque, c'était la primature qui gérait les gré à gré et les marchés publics. Il n'y avait pas de ministère des marchés publics. Et la première demande a été refusée, parce qu'il déjà, il n'y avait pas d'ingénieur du marché et que le gré à gré devait marcher pour 2 entreprises. Et donc, quand ça a été redemandé en décembre, le motif, c'était toujours compétences spéciales en rénovation. Et donc, ça a été accepté en février ou mars 2008, le gré à gré, avec mon nom d'entreprise. Et à côté de moi, on a mis un ingénieur d'une entreprise qui venait juste d'être créée, où il n'y avait aucun ingénieur salarié, d'ailleurs. C'était un petit peu, on dirait, l'esbrouf, parce qu'il n'y avait pas d'ingénieur, ce n'était pas une société d'ingénierie, mais c'est eux qui devaient contrôler mon travail. Et c'est quelqu'un qui avait mis leur nom à côté du mien pour que le gré à gré passe à la primature. D'accord. Bon, ça a été accepté. Et je crois que c'était le début. Jusque-là, tout allait bien. Oui, Okay. tout allait bien. Ok. Oui, oui. Et donc, quelques mois après, on a changé le DAG. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce que ce monsieur qui était administrateur, je crois, donc il avait un poste au ministère des Forêts dans un bureau, s'est retrouvé propulsé DAG. Et à mon avis, il n'en avait pas les compétences. D'accord. Parce que DAG, c'est pas donné à tout le monde. C'est d'abord un boulot que moi, j'aimerais pas, alors, malgré mes études, j'aimerais pas le faire parce que ça a une charge de travail impressionnante. Il faut être au four et au moulin, comme on dit. Il faut savoir tout faire et tout en même temps. Et ce monsieur m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé la totalité du bénéfice. La totalité du bénéfice du marché que vous devez avoir. Mais le marché n'était pas encore signé. En fait, il m'a dit que pour signer le marché, il faut que je lui donne 80 millions. Et je lui ai expliqué que ce n'est pas un marché avec 200 millions de bénéfices sur 350, parce que 350, c'est TTC. On enlève la TVA, ça fait 290. On enlève les enregistrements, ça fait 280. 280 doit pouvoir à peu près donner 140 millions de bénéfices dans la majorité des cas. Oui. Mais en fait, c'était pas ça du tout, puisque le ministre des Forêts m'avait dit de serrer les prix pour pratiquement toutes les lignes du devis estimatif attaché au marché. J'étais en dessous de la mercuriale. Tout à fait. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas rétrécir. Un sac de ciment, c'est 5 000, même si on dit qu'on doit vous le payer 8 000. Moi, j'avais mis à 5 000 et j'avais vraiment rétréci le maximum. Et le budget, donc total, ne me prévoyait que 80 millions de bénéfices. D'accord. Avant les intérêts bancaires. Tout à fait. Si ça se passe vite, et très vite même, les intérêts de la banque, c'est pas grand-chose. Et si ça se passe pas bien, eh ben, les intérêts de la banque, ils mangent tout. Et puis c'est ce qui s'est passé, parce que quand je lui ai refusé, il a dit qu'il va me mettre des bâtons dans les roues à tous les niveaux. D'accord. Donc, et non, votre bénéfice était de 80 millions. Et lui, il voulait tout. Oui. Et que vous restez comme ça sans rien. Que je reste sans rien. Et en plus de ça, il avait des exigences. Qu'il voulait que ce soit son ami électricien qui prenne le marché d'électricité en sous-traitance. Il avait encore un autre ami qui faisait quoi? Qu'il fallait que ce soit lui qui fasse la plomberie. Il avait des exigences qui, en fait, m'auraient empêché de contrôler les employés et les sous-traitants. Oui. Et qui m'auraient pu me mettre encore dans des difficultés techniques. D'accord. Parce qu'on ne parle pas d'argent, on parle aussi de technique. Ok, d'accord. Oui. Là c'est l'actuel. C'était le nouveau DGA qui vous mettait... C'était le nouveau directeur... Général adjoint qui est arrivé? Non, DAG, oui. Directeur des affaires générales. Au ministère. Directeur des affaires générales au ministère. Oui. C'est lui qui vous a, entre guillemets, pourri la vie comme ça? Oui, jusqu'à... C'est lui qui vous a... Oui, oui. Vous ne voulez pas donner son nom? Non. Non, ok. Il se reconnaîtra. Ok, il se reconnaîtra. Oui. Ok. Vous avez tout fait, il a insisté pour avoir En fait, les 80... Vous lui avez proposé combien, madame? Non, je lui ai rien proposé du tout. Oui. Moi, je ne travaille pas pour les gens, je travaille pour moi. J'ai des employés, Vous aviez combien d'employés à peu près, à l'époque? En fait, des fixes. Pour la société, j'en avais 6. Oui. Mais sur le chantier, le jour où il a été fermé, un an plus tard à peu près, il y avait 140 employés le jour-là. 140 employés qui travaillaient pour vous? Oui. En fait, pour les marchés de bâtiments, on signe des contrats à durée déterminée.
Ça veut dire que vous embauchez une entreprise qui va faire la menuiserie, des maçons, des corps de métier, tous les corps de métier, quand on doit aller vite. Parce que 7 mois pour refaire un immeuble de 4 étages, même si on le fait que le gros œuvre, hein, et une partie du second œuvre, et qu'on finira encore 350 millions l'année d'après, 7 mois, c'est pas grand-chose. Il faut aller vite. Oui. Il faut aller très vite. Même. Voilà. Parce qu'il faut avoir tout fini en 4 à 5 mois pour pouvoir faire des modifications ou des rectifications selon que les gens disent que non, j'aurais préféré ça comme ça ou comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Donc, il faut aller très vite. Donc, à l'époque, j'avais demandé le marché signé. Mais en fait, entre juin, que le DAG m'a reçu, et janvier l'année d'après, où le marché a finalement été signé. Mais encore avec plein de difficultés, parce que pendant tout ce temps, il m'a vraiment mis des bâtons dans les roues. C'était même quelqu'un qui ne savait pas qu'on peut garder des budgets triannuels pour les 3 ans qui suivent, ou plus. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'explique moi-même à ce DAG comment sécuriser les fonds extérieurs qui finissaient le 31 décembre 2008 pour pouvoir les utiliser en 2009. Bon, il ne savait pas faire. Il ne savait pas? Non. Il n'avait pas les qualifications pour ça? Non. Selon vous? Oui, selon moi. Ok. Mais quand c'est moi qui ai dû faire un mémo au ministre pour lui expliquer comment il fallait faire, le ministre lui a répercuté, donc ça veut dire qu'il ne savait pas. Et comment il a réagi, le ministre, quand vous lui avez dit que la situation n'allait pas très bien entre... En fait, à chaque fois, j'étais obligée de pousser pour que, enfin, on me signe ce marché. Parce que quand on vous donne un gré à gré le 12 mars ou 13 mars comme ça, normalement, avant le mois de juin, votre marché, il est signé, vous attaquez les travaux. Immédiatement. Mais là, jusqu'au 14 janvier pour me signer le marché. Et en autre difficulté, entre le 1er janvier, ou 2 janvier, mettons, et le 14 janvier, on me signe le marché, le budget attaché à ce marché avait disparu. La ligne était vide. Ça veut dire qu'on n'a pas pu me sortir le carton. Je suis allée me plaindre. Entre le 14 et le 17 janvier, on a remis l'argent. Le 17 janvier, pour sortir le carton, la ligne était à nouveau vide. Hein. Et ainsi de suite. Après, quand j'ai réussi à sortir le carton, j'ai demandé l'ordre de service de démarrer les travaux. Quel carton? Vous parlez de quel carton? Le carton, c'est ce qui est attaché à un marché. Ça veut dire le ministère des Finances garde votre argent jusqu'à ce que vous ayez livré et qu'on vous décaisse. Tout à fait. Donc l'argent est mis de côté. Voilà, c'est ça qu'on appelle un carton. Oui. Donc on vous sort un papier sur une imprimante qui dit que telle ligne budgétaire affectée de tel montant pour tel marché, numéro tant, machin. Et donc ça, c'est l'assurance que vous serez payé. Oui. Parce que l'argent vous attend. Tout à fait. Il n'y a plus qu'à travailler. Oui, et après, cet argent a disparu. Vous dites que ça a disparu? En fait, la ligne budgétaire a été vidée 2 fois avant que on reconstitue l'argent pour me faire un carton. Le carton est sorti. Là, il fallait me faire donc un ordre de service de démarrer les travaux. Donc, du mois de mai, où j'ai eu mon carton, tout le mois de mai, juin, pas de carton. Oui. J'ai donc décidé au mois de juillet de saisir la RMP pour un défaut de fonctionnement d'un marché public. Oui. Ils ont fait une convocation à une première réunion fin juillet où j'étais seule avec la personne de la RMP qui était chargée du dossier. Personne n'est venu. Oui. Donc ils ont fait une autre convocation pour le 5 août avec sommation. Et effectivement, les gens du ministère sont venus. Oui. Ils voulaient repartir sans signer l'ordre de service de démarrer. La personne de la RMP s'est fâchée. Elle leur a dit, vous ne partez pas sans signer. Vous êtes venus pour signer, il faut respecter la loi. Il y a un code du marché public, c'est fait pour être respecté. C'est pas juste du blabla. Et à ce moment-là, ils ont sorti d'une chemise un avis de démarrer les travaux qui datait du mois de mars. Alors qu'on était le 5 août. Et là aussi, j'ai dit, moi, je ne signe pas. J'ai pas les 7 mois depuis mars, on est en août, c'est presque terminé. J'ai pas le temps de finir, moi. J'ai pas le temps d'exécuter le marché. Et non, à la RMP, ils m'ont fait donner une mention dessus que j'ai déchargé l'ordre de service de démarrer les travaux le 5 août. Oui. Voilà. Donc, c'était mettre les choses en règle, on pouvait démarrer. D'accord, ok.
Cette histoire est, on va dire, longue, hein, et même l'émission en elle-même ne peut pas supporter toute cette histoire, mais on va quand même la réduire pour vous permettre de comprendre quelque chose. Le temps pour nous et pour vous aussi de souffler avec cette très belle musique de Richard Bona. Et juste derrière, on réécoute encore à nouveau l'histoire qui est vraiment très poignante de notre invité de cet après-midi, Maryse Botondi. Le grand Richard Bona avec la chanson Moulema qui est venue un peu comme un baume dans le cœur de Maryse Botondi. Vous connaissez Richard Bona? Oui, j'aime beaucoup sa musique. Ouais. J'aime beaucoup sa musique, ses chansons. Ouais. C'est vraiment une star. C'est vraiment, c'est un giga, c'est méga. Oui, vraiment. Et il fait la fierté du Cameroun. Hein. Les autres aussi l'aiment bien. Tout le monde entier l'aime bien. Oui, voilà. La preuve, on a vu combien de personnes autour de lui là en train de chanter avec des instruments. Même quand il passe en concert en France ou à Paris, c'est toujours plein. Et il n'y a pas que des Camerounais. Vraiment. Voilà. La musique est universelle. Merci pour ce très bon témoignage pour notre star, méga, giga star, Richard Bona. On a envie de dire quelques mots en Douala, en Sawa, puisqu'il est d'origine Sawa. Comment on dit? Je ne sais pas. Au bout, ciné peut-être. Je vous aime. Il faut dire, ça c'est facile. Je vous aime. Natondewo. Natondewo. Waouh, elle maîtrise la langue Douala en plus. Non, juste ça. Juste ça. Natondiwa, Richard Bona. C'est ce que vous voulez dire? Oui, Richard je l'aime Bona, beaucoup. Natondiwa. Oui. Ok, d'accord. Le message est passé. Richard Bona regarde Equinox Télévision. On espère qu'il a bien compris. Ok, voilà. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, on va vous proposer à présent le meilleur de la télévision. Et juste derrière, on va continuer notre histoire. La banque est-elle intervenue? Est-ce que le fonds de démarrage, Madame Botondi, a reçu ou pas? Comment est-ce que le film de l'arrêt du chantier s'est passé? On le saura après le meilleur de la télévision que nous vous proposons maintenant. Un commerce et une maison complètement détruits. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu au quartier Sam à Yaoundé. Selon des témoins, un camion en panne, garé sur une pente, a fait marche arrière tout seul et est allé défoncer une vente à emporter. J'étais couché, le cœur me dit, lève-toi et tu vas au marché. Comme je fais souvent le marché très tôt le matin, le samedi. C'est là où je me lève. Au niveau du comptoir, j'entends comment les gens crient dehors, quittez, quittez, quittez. Bon, moi je me dis que comme c'est en route, peut-être c'est une voiture. Après, je sens comment les bruits viennent vers chez moi. Je suis là debout, le camion arrive, donc j'étais même déjà dépassé. Même chercher la clé pour ouvrir la porte et sortir, je ne retrouvais même plus la clé. Je suis donc derrière le comptoir là. C'est là où le camion entre, me trouvait même à l'intérieur. Donc moi j'étais à l'intérieur. C'est quand le camion finit d'entrer que les enfants commencent aussi à entrer sous le camion pour voir si je suis vivante. C'est là où je leur dis que je suis vivante. Je retrouve la clé, j'ouvre la porte. La région de l'extrême nord, qui fait face à de nombreuses difficultés telles la pauvreté extrême, l'accès à l'eau potable ou à l'éducation, affûte ses armes en vue de sa participation au dialogue national. Sa première doléance, l'égalité des chances pour tous. Nous formons un pays et l'équilibre régional sur le développement des territoires, sur les concours que tous les Camerounais devront présenter. Il faut bien quand même que tous les Camerounais ont les mêmes chances d'être recrutés à la fonction publique et dans les différents concours qui sont présentés. Et il faut que le package, la distribution nationale soit équitable. C'est l'image d'une formation sanitaire qui ne paye pas de mine. L'hôpital de Ndobian, dans le nord Makombe, département d'Unkam, est abandonné dans la broussaille. Moi, je ne suis pas sûr que ce centre fonctionne. Pourquoi? Parce que bon, quand il y a des cas de maladies graves ici, nous sommes obligés d'aller de l'autre côté, soit en Kondiok, soit en Doksamba, soit à Sohok. Le département du Mungo, l'un des bassins agricoles les plus importants du Cameroun,
est depuis plusieurs années en perte de vitesse sur le plan de sa production. Le café est en train de nous décevoir. Si je ne voulais pas dire qu'il nous a déjà déçus. Le palmier à huile nécessite des grandes surfaces pour pouvoir faire une production qui peut vous permettre une retraite paisible. La partie avant du bus défiguré renseigne sur la violence du choc. Et ce sont les passagers occupant cette partie du bus de Garantie Express qui sont décédés lors de la collision avec un camion semi-remorque dont le chauffeur aurait perdu le contrôle ici à Pouma, dans la Sandra maritime, sur la route nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Le bus était en direction de Yaoundé et le camion venant en sens inverse. Il y a un virage, il y a donc un gros porteur qui venait en face de nous, qui a carrément laissé son côté. Vous voyez? Et le chauffeur du bus a voulu l'esquiver. Il a donné l'autre côté. Moi j'étais du côté passager. Bon. Ça a pris beaucoup de personnes. Chez le Premier ministre, les chefs traditionnels et les enseignants sont venus apporter leur contribution avant le dialogue national. Les chefs traditionnels reprécisent leur rôle dans la bonne marche du pays, synonyme à leurs yeux de primordial. L'esprit des familles veut que le chef reste toujours, le chef de famille veille personnellement tous les matins à demander dans la maison, avant de sortir, est-ce que tout le monde se porte bien? Les limites de Centrafrique sont... Au bout de 3 semaines d'une formation à la carte, ces personnels féminins des forces de sécurité centrafricaines peuvent souffler. Juste le temps pour les 32 de retourner dans leur pays et de mettre en pratique les enseignements reçus à l'école internationale des forces de sécurité. Nous avons eu à avoir de nouvelles techniques et connaissances pouvant nous aider à assigner nos tâches régaliennes. Nous allons essayer de former des groupes dans nos services pour transmettre de ces connaissances aux autres et ne pas garder devers nous. Comme ça va nous aider à s'épanouir, ça va nous aider à mettre en ordre, ça va nous aider également à servir le pays. À voir le piteux état de cette route, on se croirait dans un coin perdu de l'arrière-pays. Mais détrompez-vous, nous sommes bel et bien ici, en plein centre-ville de Douala, et qui plus est, sur une route principale. Cette voie, c'est celle qui relie la zone dite du Jardin Lokbaba à Nialaraï. Les lampes cassées, les voitures, ça tombe en panne constamment. La route rend vraiment la voiture vraiment dans un état très piteux. Ce n'est même pas explicable. À notre descente sur le site, les usagers de la route traverser cette voie relève du parcours du combattant. En fait, tous les jours, ils doivent braver le cratère, la poussière, la pluie quand il a plu. Et chez eux, c'est désormais une descente aux enfers qui n'a que trop duré. En direct de la route de Lokbaba, Niala Château, nous sommes Kediaha et Equa Claude pour Equinox Télévision. Merci donc à l'ensemble du service de l'information d'Equinox Télévision et merci aussi à Dallas Tiana qui a pris du temps pour découper ces quelques morceaux choisis des éléments du journal de la semaine et pour vous permettre, vous qui n'avez pas eu le temps en semaine de regarder nos différentes éditions du journal, de vous rattraper. Madame Botondi, on sait que vous n'avez pas une télévision correcte en ce moment à la maison, que ce n'est que sur le net que vous suivez l'actualité, mais bon, il y en a quand même qui ont retenu votre attention cet après-midi. Vous avez regardé cet élément et il y a quand même quelque chose qui a retenu votre attention, Madame Botondi? Oui, j'avais été au courant par Internet de l'accident du quart de garantie à Pouma avec le camion et je crois qu'il y a 11 morts. Et vraiment,
C'est malheureux pour les familles de tous ces gens. Oui. Oui. Donc cet accident-là encore, ça ne vous quitte pas. Oui. Et on va adresser nos condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu leurs proches dans cet accident, et beaucoup de courage aux blessés. Voilà, donc c'était un tout petit peu ça. Madame Botondi, on va évoluer. Oui. La banque, on va parler... C'est la suite de votre histoire, de ces problèmes que vous avez rencontrés dans les assises de votre fonction, de votre métier. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc, la banque vous a-t-elle accompagné? Est-ce que vous avez reçu le fonds de déroulement? Parce qu'on devrait vous donner un montant pour vous permettre justement de commencer les travaux. Voilà. Donc, dès que j'ai eu l'ordre de service de démarrer, j'ai fait les démarches administratives et bancaires. Donc, j'ai cautionné la bonne fin du marché. Ce qui s'explique, c'est que si l'entreprise ne finit pas le marché, la banque prendra le relais. Oui. Et pour ça, elle prend une assurance. Oui. Mais c'est moi qui paye la caution. Pour ce qu'on appelle une caution de bonne fin. Et la deuxième caution, c'est la caution d'avance de démarrage. Donc, pour démarrer les travaux, dès qu'on l'a cautionné à la banque, là aussi, c'est une assurance au cas de non-remboursement. La banque prend le relais, mais on la paye pour ça. Et donc, on devait me verser 70 millions d'avance de démarrage. Et ça, normalement, c'est dans la semaine qui suit le cautionnement. Donc, j'ai cautionné le 6 septembre. 2009. Oui. J'ai touché l'avance de démarrage en décembre 2011. Après maintes et maintes plaintes auprès de l'ARMP. C'est 2 ans après. 2 ans après. Plus de 2 ans après. Et c'était quel montant là? 70 millions. 70 millions, voilà. Oui. Et vous avez lancé les travaux qui ont été arrêtés après? J'ai lancé les travaux dès le mois d'août et septembre 2009, oui, avec mon propre argent. Oui, donc c'était à fonds propres. Fonds propres, oui. Et après, on va vous donner donc cette avance qui était d'un montant de 70 000. Quand c'est trop tard. Trop tard. Mais oui, puisque entre le 6 août, où j'aurais pu démarrer le travail, puisque l'ordre de service de démarrer, c'est le 5 août 2009, et le 8 octobre 2009, il n'y a aucun problème, on travaille, on va à toute vitesse. On a demandé à l'inspection du travail le droit de travailler la nuit. Donc, on travaillait de 7h du matin jusqu'à 2h du matin avec 2 équipes. On a demandé au ministre lui-même de nous donner des autorisations pour pouvoir faire 2 équipes et avancer plus vite. Et parce que ça avait déjà pris beaucoup de retard. Depuis le mois de janvier, tous les atermoiements nous mettaient pas hors délai, parce que le délai commence le jour de la signature de l'ordre de démarrer les travaux. Mais le 8 octobre, on me convoque au ministère pour une réunion, et sans me donner le motif. Et pendant que j'étais au ministère, il y a des gens du ministère et de l'ingénieur du marché qui sont venus sceller le chantier. Donc ils sont venus, ils ont mis des cadenas, ils ont jeté dehors tous les employés qui étaient là. Ils ont mis un cadenas, une chaîne sur le portail. Vous n'étiez pas sur le terrain ce jour-là? Mais je suis sur le terrain tous les jours. Sauf que j'étais au ministère, convoquée à une réunion au même moment qu'ils étaient en train de faire ça dans mon dos. C'était fait exprès? Vous pensez que c'était fait exprès? Bien sûr, c'était fait exprès. Bien sûr. D'accord. Et lorsque vous apprenez qu'on est en train de mettre des scellés, d'apposer les scellés sur votre chantier? Je suis en réunion. J'écoute ce que les gens ont à dire. Et en fait, après autant de temps et après un devis estimatif attaché à des plans, on vient me dire que les plans ne sont plus bons. Les plans ne sont plus bons. Il faut changer les plans. Ce qui veut dire qu'il faut changer le devis estimatif, ce qui veut dire qu'il faut changer tous les termes du marché. Oui. Et que, en attendant qu'on se mette d'accord, ils se mettent eux d'accord entre eux, de nouveaux plans et d'un nouveau devis, et qu'est-ce qui peut rentrer dans l'ancien devis et le marché, le chantier sera fermé. Sauf que là aussi, il y a un code des marchés publics, il faut le respecter. Normalement, ils ont 2 jours, donc 48 heures après la fermeture, pour me servir un ordre de suspendre les travaux. Que j'attends toujours aujourd'hui en 2019. Jusqu'au jour d'aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Qui n'est jamais arrivé? Qui n'est jamais arrivé. D'accord.
Le Premier ministre, donc je l'ai saisi rapidement, hein, le 17 octobre, j'ai saisi le Premier ministre, je lui ai expliqué dans ce courrier qu'on a suspendu le travail, on ne me trouve aucune faute, je suis toujours sur le chantier, mais on a arrêté les travaux, on a renvoyé les ouvriers. Bon, les gardiens sont re-rentrés contre l'avis des gens du ministère, mais ils ont dit non, nous on ne laisse pas, il y a du matériel, il y a de l'argent, il y a plein de choses, non, on ne laisse pas, il y a une seule personne qui peut nous dire de partir, c'est la directrice, mais sinon on ne part pas. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont restés jusqu'à ce contre vents et marées. Jusqu'à votre arrivée. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils gardent le site. Je n'ai jamais été déclarée défaillante. Ils sont payés quand même à la fin du mois, Madame Botondi? En ce moment, ils ne sont pas payés. Mais ils viennent quand même? Ils viennent quand même. Ils habitent là, sur place. En fait, comme j'avais des difficultés financières à partir de 2012, août 2012, pour leur verser leur salaire tous les mois, je les ai autorisés à venir avec femmes et enfants, habiter sur place. Et c'est ce qu'ils font. Ils habitent avec leurs femmes et leurs enfants, ils sont au chantier, ils sont là, c'est moi qui les ai autorisés, ils habitent sur place. Ils sont en centre-ville. Certains qui sont gardiens de jour travaillent la nuit ailleurs. Ceux qui sont gardiens de nuit chez moi travaillent la journée ailleurs. Et tout le monde y trouve son compte, même si je sais que les salaires défilent. Il faudra bien les payer aussi. Oui, d'accord. Alors, Madame Botondi, quand on est une étrangère dans un pays, quand on arrive et qu'on est venu avec des bonnes intentions et qu'on est face à ce type de difficultés, on s'appuie sur quoi pour continuer à vivre, Madame Botondi? Qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur l'espoir. Bon, j'aurais jamais pensé que la situation durerait 10 ans. Je pensais que en fin 2010, quand le Premier ministre de l'époque, que son Excellence Yan Philémon, s'est aperçu on dira que les gens du ministère des Forêts freinaient des cas de fer et qu'ils ne voulaient pas et qu'il y avait toujours des problèmes. Il a mis un comité de pilotage sur place qui a démarré en février 2011, qui pilotait le marché à la place des forêts. Sans déclarer le ministère des Forêts défaillant, ce comité de pilotage les a substitués pour avancer, essayer d'obtenir des plans, essayer d'obtenir un nouveau devis. Et là aussi, difficulté après difficulté, au lieu d'aller prendre un architecte extérieur pour faire de nouveaux plans, je ne sais par quel tour de passe-passe, le DAG s'est arrangé, le DAG des forêts, s'est arrangé pour que ça soit toujours le même ingénieur qui n'était pas ingénieur, qui doivent produire les nouveaux plans et les nouveaux devis que nous attendons toujours aujourd'hui, malgré des sommations, mais véritablement des sommations. Voilà, d'accord. C'est comme ça que vous avez perdu tout votre argent? C'est comme ça. Parce qu'en fait, pour pouvoir mettre en place une ligne de crédit à la banque, il faut donner des titres fonciers en garantie. Oui. On cautionne, ça on paye tous les 3 mois, on paye la somme qui est une assurance de garantie pour la banque qu'ils finiront le marché si moi je ne le finis pas. Ça c'est cautionné, c'est pour tout le monde pareil, tous les entrepreneurs. Maintenant donc, il se passe que quand la banque prend des titres fonciers, on prend des engagements d'un prêt. Quand le prêt est mis à disposition sur le compte, on travaille. Après donc, il faut payer les intérêts du prêt. Et on a une date butoir pour le remboursement. Et quand la date butoir du remboursement du prêt et de ses intérêts arrive, ce ne sont plus des intérêts, ce sont des agios. Et on passe de 13,5% par an à environ entre 18 et 21% par an. Parce que les agios produisent des agios, qui produisent des agios, et ainsi de suite. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à environ 400 millions rien que pour les intérêts bancaires. Pour les titres fonciers que j'ai mis en garantie à la banque, là j'ai dépassé les 500 millions que je dois pour les titres fonciers. En fait, tout s'accumule. Les salariés qu'on a embauchés à durée déterminée, donc la durée du contrat dans le bâtiment, c'est la réception définitive des travaux. Et donc, si vous mettez 7 mois comme prévu, leur contrat s'arrête quand il y a une réception définitive. Si vous mettez 1 an,
Donc vous avez une rallonge, mettons, de 5 mois pour différentes petites choses qu'il faut changer ou refaire, n'est-ce pas, selon les décisions du comité de pilotage. On continue, leur contrat continue. D'accord. Et tous les cadres qui étaient sous contrat, là aussi, avec autorisation spéciale de l'inspection du travail, j'ai pu arrêter leur contrat le 31 décembre 2012. Voilà. C'est-à-dire plus de 3 ans après que le chantier ait été scellé. Bien que le Premier ministre ait décidé que le chantier avait été scellé abusivement, il a rendu un arbitrage, il a signé, c'était acté. Le 9 mars 2010, c'était acté que la fermeture était abusive et il a fait des courriers en disant que tant que le marché ne reprend pas, donc tant qu'on ne redémarre pas les travaux et qu'il n'est pas livré, et avant un ordre de service de redémarrer les travaux, le ministère des Forêts est responsable des intérêts bancaires, des prêts, des locations de titres, de toutes les pertes financières, même des salaires des employés qui ne peuvent pas travailler. Et donc, ils sont responsables de tout ça. Et ça continue à courir. Le gardiennage, c'est mensuel. Ça fait déjà 120 mois de fermeture. Ils me doivent 120 mois de gardiennage. Bon, entre-temps, ils m'en ont payé 5 ou 6. Mais oui, on me doit encore le gardiennage. On me doit tous les intérêts à la banque, les agios, les locations de titres, les enregistrements notariés, l'assurance, parce qu'il y a une assurance vie sur l'entrepreneur. Au cas où je meurs avant que ça soit livré, n'est-ce pas? Eh bien, l'assurance vie va verser un pactole au ministère des Forêts ou à la banque pour pouvoir finir les travaux à ma place. Voilà. Madame Botondi, tout ça s'accumule. D'accord. C'est vrai qu'on va encore observer une pause musicale, mais avant, vous dites que vous êtes tombé malade, vous avez été stressé, vous avez eu des problèmes, c'est ça qui a entraîné certaines maladies que vous avez aujourd'hui, telles que, vous pouvez les citer encore? Le cancer du côlon et des intestins, c'est éminemment une maladie psychologique. Quand on a le stress sans arrêt, c'est ce genre de maladie qu'on a. Oui. Également l'arythmie cardiaque, la tachycardie, l'hypertension. Des problèmes pulmonaires aussi, qui viennent de la même chose. Ce que vous appelez les nerfs ici, mais en fait, ce sont des névralgies, des céphalées, des problèmes sur le cervelet, donc à l'intérieur, des céphalées, tout ce qui est aussi la fièvre. Je peux passer en 5 minutes de 37, 38 à 42 fièvres. Sans aucune raison, juste parce que mon cerveau chauffe. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que vous portez comme maladie. Tout ça pour vous seul, comme on dit souvent. Voilà. En fait, quand j'avais été voir le médecin au centre médical français, il y a plusieurs années, il m'avait dit qu'on trouve ce genre de pathologie par 1 ou 2. Rarement 6 pathologies sur la même personne. C'est énorme. Oui. Alors, après ça, est-ce que vous n'êtes pas... C'est vrai, ça fait depuis 2010, 2011 que vous n'êtes pas rentré. Vous n'avez pas pu acheter un billet pour aller en France, c'est vrai? En fait, quand on m'a payé les travaux, les achats que j'avais faits, là aussi, c'est le premier ministère et la RMP qui ont obligé le ministère des Forêts à me payer les approvisionnements. Parce qu'on avait acheté deux camions de ciment qui ont séché. Les planches pour le coffrage, on était en train de coffrer une dalle. La dalle de 300 et quelques mètres carrés. Donc, le bois de coffrage, tous les approvisionnements, on les a ordonnés de me payer. Ils ont été obligés de le faire. Et quand tout ça est arrivé, donc les approvisionnements leur appartenaient. J'ai pu prendre un billet d'avion. On était en juin 2011 et je suis partie voir mes enfants. D'accord. C'est la dernière fois que je les ai vus parce que en depuis... 2011. Oui. Et puis vous êtes revenu? Je suis revenue et depuis, j'ai plus jamais eu les moyens de payer un billet d'avion. Pour repartir. Est-ce que vous êtes allé à l'ambassade de votre pays, c'est-à-dire l'ambassade de France au Cameroun? Alors, bon, voilà. On aura la réponse. On aura la réponse de Madame Botondi parce qu'on s'est dit une ressortissante française qui est au Cameroun, qui a des problèmes. Le premier réflexe quand on n'a plus d'argent, c'est de se rapprocher de son ambassade et de poser le problème. Et quitte à ce qu'on vous dit, bon, ok, on vous paye un billet d'avion, on vous met dans le premier vol pour que vous retournez au pays. On aura donc la réponse de l'ambassade
de France au Cameroun. Qu'est-ce que l'ambassade a répondu à Madame Botondi? Est-ce qu'elle a essayé de les rapprocher? Pourquoi elle est toujours au Cameroun après tout ça? On l'a vu en larmes dans le reportage signé Guy Zogo, en train d'appeler Papa Paul Biya, le président de la République du Cameroun, au secours. Qu'en est-il exactement? Prenons d'abord cette respiration musicale, mesdames et messieurs, avec notre invité de cet après-midi, le jeune Cyril. Et voilà, juste derrière, on aura la réponse à ces séries de questions. Waouh! Ça, c'est le rythme de chez nous. Hein. On était vraiment ravis. On s'est régalé avec cette très belle chanson signée Cyril cet après-midi. Et ça, on a envie de dire Mbambankiri. Voilà, c'est une chanson qui me vient de la région du centre. Hein. Et ça, c'est tout ça qui fait le Cameroun. Alors, Madame Botondi, vous avez été à l'ambassade de France? En fait, dès les premiers moments, quand j'écrivais à la RMP et à la primature, hein, pour leur signaler les dysfonctionnements du marché, en même temps, j'envoyais une ampliation du courrier à l'ambassade de France. Chaque fois qu'il y a eu une évolution, donc les comptes rendus des réunions à la RMP, il y en a eu beaucoup. Après, quand il y avait le comité de pilotage de la primature, donc à chaque fois qu'il y avait un compte rendu, j'envoyais le compte rendu en ampliation à l'ambassade de France. Donc, depuis 2009, ils sont au courant de tout régulièrement. D'accord. Alors, quand les Afghans, la situation s'est compliquée, ça s'est empiré, et que vous êtes là, comme vous le dites, à ne pas manger des jours, parfois il arrive des jours où vous ne mangez pas, vous buvez rien que de l'eau, vous buvez du café, vous n'avez pas eu envie de rentrer en France? En fait, non, je ne voulais pas rentrer parce que rentrer, c'est facile. Et revenir comment et dans quelles conditions? D'accord. Et vous êtes allé à l'ambassade? L'ambassade nous a pas aidé? À l'ambassade de France. Oui. J'ai allé au consulat. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas? En fait, les personnes qui gèrent l'aide sociale m'ont proposé au bout de plusieurs mois, et quand la maladie était déjà installée, ils m'ont proposé d'avoir des consultations gratuites auprès de l'association indépendante qui gère le centre médical français à Yaoundé, bien que les examens et les médicaments ne soient pas gratuits, mais au moins la consultation était là. Ensuite, quand ça s'est aggravé, on m'a proposé de rentrer en France, ce qu'on appelle un vol bleu. C'est-à-dire, en fait, c'est un vol sans retour. Oui. Je laisse ma carte de séjour. C'est eux qui payent le billet d'avion pour que je rentre. Et on m'a proposé de me mettre dans un centre pour femmes indigentes. Oui. Mais on ne m'a pas proposé les régions où j'avais des attaches, où j'aurais pu me retrouver, me retourner, me faire soigner et envisager d'avoir un travail. On m'a proposé Lille. Alors quand vous avez de la famille à Bordeaux, à Cannes ou à Strasbourg, ou Nancy, aller quoi faire à Lille? C'était pour mourir psychologiquement encore plus. Hein. Rajouter la dépression nerveuse sur toutes les maladies. J'ai refusé et ça s'est arrêté là. Voilà. Et là, vous avez compris, vous devez rester au Cameroun pour suivre votre dossier parce qu'il y a toujours espoir. Voilà, en fait, je me suis dit que tant que je reste et que je suis ici et que je fais avancer même pas à pas et même parfois on recule, mais on avance après à force de ténacité, tant que je suis au Cameroun, j'ai un espoir d'être payé. D'accord. Est-ce que vous suivez normalement votre santé? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes normalement, vous êtes bien soigné? Est-ce que vous prenez les médicaments qu'il faut? Est-ce que vous avez, comme vous dites que vous n'avez plus d'argent, ça se passe comment? Vous pensez que vous prenez bien soin de vous? Non, je ne peux pas prendre soin de moi. Quand vous cherchez 300 francs pour acheter 1 kilo de riz ou 350 ou 400 aujourd'hui pour acheter 1 kilo de riz, vous ne pouvez pas acheter les médicaments. Je ne peux pas acheter de médicaments. Donc vous n'êtes pas bien suivi médicalement? Je ne suis plus suivie du tout, depuis des années. En fait, la dernière fois que j'ai vu un médecin valablement, c'est quand j'étais hospitalisée pour la tique venimeuse qui m'avait piqué, donc pour la maladie de Lyme, c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, qui provoque les spondylarthrites, la polyarthrite rhumatoïde, toutes les douleurs, les rétractations des muscles, tout ça. C'est la dernière fois, c'est un médecin camerounais qui a détecté la maladie. D'accord. Sauf que acheter le traitement préventif, c'était un peu tard, et acheter
le traitement qui aurait pu éviter à la maladie de s'aggraver chaque jour, c'était pas possible non plus. Manque d'argent. Donc, pour vous, vous mourrez à petit feu chaque jour? Oui. Puisque vous êtes sans traitement? Oui. Comme disait votre collègue dans le reportage, Guy Zogo, au mieux, je finis en fauteuil roulant, et sinon, on apprend dans bientôt que je suis décédée. Parce qu'en fait, la maladie de Lyme, sa fin, c'est pas l'hypertension, les douleurs, bon, même si les muscles se rétractent et qu'on peut plus respirer parce qu'on n'a plus de muscles non plus sur la cage thoracique, en fait, c'est l'encéphalite foudroyante. Et donc, en 1 heure, votre cerveau prend de la chauffe, il arrive à 40, 41, 42 degrés, il s'éteint. Il s'éteint. Et c'est fini. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas que ça arrive. On ne veut pas que ça arrive, ça. Non, du tout. Ça ne va pas arriver. On ne le souhaite pas. C'est la fin de cette maladie. Ouais, alors, il y a quand même des personnes qui vous ont aidé pendant ce temps. Oui. Oui, il y a des personnes qui m'ont aidé. J'ai quelques amis. Je n'ai plus que quelques amis. Oui. Parce que quand on n'a pas d'argent, on n'a plus d'amis. Ou presque plus. Oui, d'accord. Voilà. Mais il y a des gens qui m'aident. Donc, comme ma voisine qui m'aide. On peut avoir son prénom, le prénom de votre voisine? Elle a demandé à ne pas être citée. À être citée, d'accord. Okay. Mais elle m'aide. Oui. Elle m'aide régulièrement. Quand elle voit les chiens qui hurlent à la mort parce qu'ils ont faim, elle envoie du riz. D'accord. Oui. J'ai une autre amie qui s'appelle Awaou, que je salue. Oui. Ainsi que ses fils. Et ses 2 filles qui nous regardent depuis Cardiff, au Pays de Galles. J'ai des amis aussi à Bruxelles qui nous regardent en ce moment. Indra, Emeric et Ellie, je vous salue. J'ai un ami à Kribi, Pascal et sa femme Isabelle. Voilà. J'ai une amie ici à Yaoundé qui a fait beaucoup pour moi quand elle pouvait, chaque fois qu'elle pouvait. Bon, parce qu'elle est beaucoup à l'étranger aussi. C'est Adja Awa, que je salue, ainsi que ses 2 filles, que j'embrasse très fort. Et vos enfants, vous ne parlez pas beaucoup d'eux? Ils sont là? Ils sont en Europe. Ils sont au courant de la situation de maman au pays? Non, du tout. Personne n'est au courant. Que vous souffrez, que vous avez des problèmes? Non. Comment ça, Madame Botondi? Ben, étant d'origine italienne, même si c'est que par moitié, chez nous, c'est pas les enfants qui nourrissent les parents. C'est les parents qui nourrissent les enfants. Mais ils doivent quand même être informés de la situation. Non, ils ne sont pas au courant. Comment ça? Non, ils ne sont pas au courant. Ah, vous avez coupé depuis 2011, parce que vous les avez vus en 2011. Même si j'ai encore des contacts avec ma dernière fille, qui a eu 22 ans il y a 2 jours, je veux pas les encombrer avec ce genre de choses. Ils ont déjà leurs problèmes, ils ont déjà leur vie à faire. Traîner une maman qui n'est même pas vieille derrière eux, c'est pas que c'est honteux, mais c'est pas naturel. Mais Madame Botondi, ça on le sait, mais vous êtes en train de souffrir. Ce sont vos enfants. Oui, mais ils ont déjà des problèmes dans leur vie. Parce que après le divorce, leur père et leur belle-mère s'est très mal comportés. Ils se sont très mal comportés avec eux. Ils ont laissé mes enfants dans la nature. Sans soutien, ni psychologique, ni financier. Chacun de mes enfants, dès qu'il a eu l'âge, s'est retrouvé chez leur grand-père, donc mon père, à être obligé de vivre chez leurs grands-parents ou chez une de mes sœurs, parce qu'ils n'avaient plus où habiter. Parce que la situation n'est pas aussi rose que ça. Non, c'est pas rose dans du les tout. difficultés. Ils sont aussi en difficulté, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez un message? Il y a des personnes qui vous ont regardé, des personnes qui ont écouté, qui ont suivi votre histoire. On va bientôt sortir de notre émission. Est-ce que vous avez un message à passer? Oui. Comme j'en ai appelé à son Excellence Paul Biya, parce que je pense que c'est lui ma solution. Mon unique solution, c'est lui, parce que c'est lui qui nomme les ministres. Quand il sait que les ministres ont volé plusieurs fois l'argent des fonds extérieurs qui étaient destinés à me payer, même reconstitué plusieurs fois et toujours disparu, je pense que c'est lui la solution. Mais aujourd'hui, je voulais aussi en appeler à Madame Chantal Biya, parce que je sais qu'elle est bienveillante, elle est généreuse. Elle ne peut pas accepter que je sois dans la misère, sans pouvoir manger. Elle ne peut pas accepter non plus qu'on me maltraite, parce que ma famille n'est pas ici. Je suis vraiment esseulée. Elle ne peut pas accepter qu'on me fasse subir ce genre de maltraitance.
ici dans ce pays où j'ai choisi de venir vivre, d'investir mon argent, de faire des projets pour que le Cameroun avance. Quand vous donnez du travail à 140 personnes, vous donnez à manger à 140 familles. Et le fait qu'on m'ait maltraité comme on me maltraite encore aujourd'hui, et qu'on attende que je meure pour ne rien me donner et étouffer cette affaire, eh bien, je ne pense pas que Mme Chantal Biya peut accepter ça. Madame Botondi, tenez. Merci. Tenez. Madame Chantal Biya ne peut pas accepter, les Camerounais ne peuvent pas accepter, le monde entier ne peut pas accepter, moi-même je ne peux pas accepter, même pas Landry Mann qui est à côté, même pas Séverine Chouban, même pas, je vais dire Dallas Siana ou Sédek Chouna, personne ne peut accepter ça, Madame. Sauf ceux qui le font. Personne ne peut accepter ça. On aimerait bien voir les gens investir dans un pays qui n'est pas le leur, voir ce pays prospérer, mais on ne comprend pas. Et on espère, à travers cette émission, que les personnes qui peuvent faire quelque chose, faire bouger les lignes, le feront pour que les choses rentrent dans l'ordre. Ça nous gêne, ça nous touche. C'est pas vraiment très facile avoir une maman, une femme, une expatriée, vraiment dynamique, brave comme vous l'êtes. À pleurer comme ça, c'est dur. Allez-y, Madame Botondi. Si vous avez envie de pleurer, évacuez ça. Allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, le temps pour nous d'accueillir Landry Mann qui nous a rejoint. Landry Mann, bonsoir. Bonsoir. Et merci de revenir à ce dimanche avec un autre. On a une autre invitée sur le plateau. Ah oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. C'est pas. D'être c'est pas facile aussi de voir Madame Botondi qui pleure parce qu'elle est venue avec son cœur, elle est venue aider, elle est venue apporter sa part de contribution, développer notre pays comme à sa manière et que voir que ça tourne comme ça. Bon, c'est vrai, c'est sa part de vérité. Donc on dirait il faut interroger les autres pour savoir ce qui s'est véritablement passé, mais c'est pas facile aussi d'être là à la voir dans cet état. Vraiment. Reprenez votre souffle, Madame Botondi. Je peux dire quelque chose? Oui. À toutes les personnes, souvent dans le ministère des Forêts, qui m'accusent de menteuse, il faut qu'ils sachent que dès 2010, après l'arbitrage, et voyant que tous les problèmes continuaient et s'aggravaient même pour certains, les renseignements généraux du Cameroun ne m'ont pas mis à disposition, c'est pas le terme, ils m'ont obligé d'accepter la présence non-stop d'un agent des renseignements généraux à toutes les transactions, à toutes les réunions, contrôlant tous les comptes rendus de réunions et faisant des rapports à ses supérieurs. Et jusque en 2014, n'est-ce pas, cette personne a suivi tout ce qui se passait, rebondissement par rebondissement, courrier par courrier, blocage par blocage, et il a des archives. Et ses supérieurs hiérarchiques ont des rapports. Alors avant de dire que je suis une menteuse, rapprochez-vous des grandes instances, parce que les renseignements généraux, c'est pas rien. Rapprochez-vous. Voilà. Vous avez espoir qu'on vous retourne tout ce que votre dû? Vous avez espoir? Vous croyez que la situation peut s'arranger? Je pense que si son Excellence le Président de la République et son épouse ordonnent qu'on me paye, on va me payer. Parce que c'est même pas l'argent du Cameroun. Ce sont les bailleurs de fonds extérieurs qui ont toujours payé mes chantiers, mes marchés publics, qui ont même reconstitué plusieurs fois des lignes budgétaires pour pouvoir me payer. Et cet argent a disparu à chaque fois. Donc je pense que, bon, comme on arrive dans les années budgétaires 2019, 2020 et 2021, je pense que, effectivement, il y a l'argent pour me payer, oui. Ouais. Mais il faut une volonté. Et la volonté, à mon avis, viendra du plus haut de l'État. Madame Botondi, à vos compatriotes qui sont au Cameroun, qui vous regardent, un petit message? Tenez bon, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je ne suis hélas pas la seule dans ce cas, qui a perdu toutes ses économies, qui a perdu tout leur investissement. Je ne suis pas la seule dans ce cas. D'accord, Madame Botondi, d'accord. Et comme les gens pensent que je peux avoir de la rancœur, et qu'on voit tous les jours sur Internet des agences qui veulent faire venir des investisseurs français ou autres au Cameroun pour investir, parce qu'il y a des projets, il n'y a suffisamment pas d'argent. Donc, je ne vais pas leur dire ne venez pas avec votre argent. Je vais leur dire que prenez des garanties encore plus fortes que ce que j'ai pu prendre
venez investir si vous le pouvez, en gardant au fond de votre idée que vous pouvez aussi tout perdre. Merci Madame Botondi, parce que c'est pas toujours mauvais au Cameroun. Hein. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais, comme dans tous les autres pays aussi. En France, c'est pareil. Oui, en France, c'est pareil. Oui, en France, c'est pareil. Au Togo, au Bénin, je veux dire aux États-Unis aussi. Même aux États-Unis. Partout, c'est comme ça. Mais voilà. C'est le moment de vous remettre le chef-d'œuvre de Landry Mann, notre peintre attitré de ce programme, Madame Botondi. Voilà votre portrait. Maryse. On est content de revoir le sourire. Ça, c'est, en fait, c'est votre portrait en live. En live. En live, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Même si j'ai du mal à me reconnaître, je vais le montrer quand même. Même si j'ai, je sais pas, où est-ce que c'est? Voilà. Même si j'ai du mal à me reconnaître parce que j'ai tellement vieilli en quelques années. En 5, 6 ans, 7 ans, j'ai pris 40 ans. Je trouve même sur la photo, sur le portrait, là, la peinture, on dirait une vieille femme de 80 ans. J'ai pas du tout mon âge. C'est le poids des problèmes, c'est ça? C'est ça, c'est les problèmes, la dépression nerveuse, la déprime continuelle, la souffrance dans le corps. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Je suis devenue trop vieille, en trop peu de temps. En trop peu de temps. Ouais, c'est les problèmes, ça on peut comprendre. Alors, Madame Botondi, on vous a vu en image, comment votre maison est vide et tout. Est-ce que vous n'avez pas envie, c'est vrai, vous êtes divorcée depuis, mais il n'y a pas au Cameroun quelqu'un qui a bien voulu vous entretenir un peu, vous tenir compagnie, Madame Botondi? À part Noël, qui s'occupe de moi. Il n'y a personne d'autre? Non. Mais vous n'avez pas Et voulu... les amis qui m'envoient parfois des Orange Money, parfois d'autres qui font le marché, qui viennent déposer à la maison. Vous vivez vraiment seul, vous n'avez pas un compagnon de vie, vous n'avez pas un petit ami, un petit copain? Non, j'ai ni le temps pour ça, ni même l'envie pour ça. Mais si après quelqu'un arrive et vous dit... Non, pardon, j'ai de mes enfants à m'occuper déjà. La priorité, si j'ai pas vu ma fille depuis 7 ans, n'est-ce pas, presque 8, la priorité, ce sera de m'occuper de mes enfants. Il n'y a pas la place pour un homme. Mais ça fait depuis beaucoup d'années que vous ne les voyez pas, Madame Botondi? Oui. Mais il s'agit de vous, quand même. Oui, moi, c'est mes enfants. Oui, mais ils sont à distance. Un petit-fils qui est né en 2012. Qui n'est pas au Cameroun. Oui, qui est en France. Okay. J'ai un petit-fils qui est né en 2012, une petite-fille en 2015. Je ne les ai jamais vus. Alors, ok. Bon, Madame Botondi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'émission est terminée. On vous souhaite un très bon retour sur Yaoundé avec votre portrait. Et merci beaucoup à Noé, le jeune Noé qui vous accompagne, qui gère vos caprices, qui est toujours là à vous soutenir. Franchement, ça nous touche de voir un Camerounais qui peut faire des choses comme ça sans rien attendre. Il y en a qui vous ont suivi à l'époque quand vous aviez de l'argent. Aujourd'hui, il n'y en a plus, il est là. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage et merci du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour vous. Allez, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. On va remercier toute la grande équipe qui a conduit ce programme. Séverin Tchouban, Dallas Tiana, Cédric Chouna, le Douponé qui était du côté de la diffusion. Merci à vous. Et si vous pensez vraiment faire quelque chose pour Madame Botondi, n'hésitez pas. Alors, quant à moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine lorsqu'il sera 14h, le dimanche prochain. Au revoir et à très bientôt.